Prix de Saint-Marin et c'est Williams Renault pratiquement condamné à gagner pour rétablir sa position au championnat du monde. C'est Ayrton Senna condamné à gagner lui aussi s'il veut espérer devenir le champion du monde 1994. Car on vous l'a rappelé tout au long de ce week-end dans nos diverses émissions, le classement du championnat du monde en ce moment, eh bien c'est 20 points à rien, 20 points en faveur de Schumacher par rapport à Senna. L'autre enjeu de la course, c'est Damon Hill qui, s'il l'emportait, pourrait devenir le centre de l'équipe Williams-Renault, peut-être un petit peu au détriment de Senna. Et c'est Michael Schumacher qui serait alors que sa Benetton Ford peut lui assurer de très beaux jours au long de la course, si bien sûr Michael Schumacher parvenait à gagner ici. Enfin, la deuxième affiche de ce Grand Prix, eh bien c'est McLaren Peugeot qui doit finir une course, et puis la Scuderia Ferrari qui pourrait très bien faire, avec bien entendu beaucoup de chance. Juste avant d'en venir à ces images de direct, les chiffres du Grand Prix de Saint-Marin, c'est la 551e épreuve du championnat du monde de Formule 1, dont nous vivons la 45e saison, et nous aurons un Grand Prix de 61 tours de 5 km et 40 mètres, ce qui fait 307 km et 440 mètres à parcourir, alors qu'il reste 1 minute avant le feu vert, et que Pierre Van Vliet, je crois, est dans les stands, non loin de la Tyrrell Yamaha. Je crois que c'est celle de Michele Alboreto, c'est celle de Minardi, de Michele Alboreto qui était en panne. Pierre. Absolument, elle n'était pas sur la grille de départ tout à l'heure, la Minardi de Michele Alboreto, et pour cause, elle était en panne électrique dans le garage Minardi, et Michele va partir sur la voiture de réserve, le mulet Minardi, depuis les stands ici, en dernière position donc, derrière les 24 voitures qui se trouvent actuellement sur la grille au départ du dernier tour de formation. 30 secondes avant ce tour de formation, Johnny Reeve, un tout petit point sur les pneus. Eh bien, les pneus, le choix des écuries était entre deux types de pneus Goodyear, les C un peu plus durs, les D très tendres. La grande majorité des écuries a choisi les pneus tendres, à l'exception de l'équipe Tyrrell qui a pris les pneus C, les plus durs. C'est-à-dire que Tyrrell va tenter un seul arrêt, là où les autres vont essayer de ravitailler à 2 reprises. Nous verrons ça dans les minutes qui viennent. Alors que cette caméra est placée au centre de la grille et que ici, cette grille est dans le virage de Tamburello et on aborde ici la Tosa où le malheureux Ratzenberger a perdu la vie hier. Il y aura donc de ce fait une grille de départ légèrement modifiée avec un nombre restreint, Johnny. Ils seront 25 au départ, 24 sur la grille plus 1 dans la ligne des stands. Et avant le départ de ce Grand Prix, on peut établir un pronostic. La situation semble bien se présenter pour les Williams-Renault, puisque ce matin, lors du warm-up, lors du rodage, Senna et Damon Hill ont réussi les 2 meilleurs temps, tandis que, au contraire, leur rival principal, les Benetton Ford, étaient seulement situés en 8e et 11e position, à se demander s'ils n'ont pas un petit peu caché leur jeu. Alain Prost, une question d'ordre psychologique lorsqu'un drame s'est produit, lorsque de nombreux accidents ont eu lieu tout le week-end au moment de la course. Là, on a fait le vide quand même. De toute façon, c'est un moment très très difficile. Le moment difficile, on l'a eu déjà tout de suite après l'accident, bien entendu. Pendant les essais ce matin, parce que quand on passe sur les lieux de l'accident, on ne peut pas s'empêcher d'y penser. Donc, il faut essayer de reconstruire sa confiance. Les pilotes sont des gens avec des caractères, bien entendu, très très spéciaux. Et pour reconstruire la confiance, eh bien, certains peuvent se dire que c'était un incident mécanique, ça ne peut pas leur arriver. D'autres pensent à autre chose. Et comme ça, on arrive à oublier. Après quelques tours de course, de toute façon, je pense que ce sera fini. Mais c'est de toute façon psychologiquement assez perturbant. Alors que ici, la tête de la grille arrive à l'endroit où Barrichello a eu son accident. C'est déjà un peu passé d'ailleurs pour Senna, qui est dans la dernière chicane, suivi de Michael Schumacher. La première ligne, Senna, Schumacher, la deuxième, Berger et Hill, la troisième, Leto, Gigi Leto, dont il faut saluer le retour chez Benetton, à la place de Jos Verstappen. Tout ce beau monde va s'aligner peu à peu. Il faut faire vite car les moteurs des premières lignes commencent déjà à chauffer un petit peu. Le mouvement va s'accélérer. À droite sur votre écran, Ayrton Senna et sa Williams Renault. À gauche, Michael Schumacher. La caméra embarquée ici dans la McLaren Peugeot de Martin Brundle. Des moments extrêmement émouvants. Vous savez que c'est le départ de la saison européenne. On vit ici le 3e Grand Prix de la saison 1994. Le drapeau vert signe que le starter peut envoyer le feu rouge, puis le feu vert. Rouge,
Une Benetton sur la piste. Oui, touché. Je crois que c'est une Benetton qui était sur la piste, Johnny, et puis une autre voiture qui l'a percuté. Oui, c'est Gigi Letto qui a calé au départ. Tout le monde a pu l'éviter, sauf une Lotus. Pedro Lamy. Celle de Pedro Lamy, tout à fait. Eh bien, là aussi, le choc a été assez dur. On va tout de suite voir du côté des drapeaux à damier. Des drapeaux du directeur de course qu'il peut arriver, peut-être le drapeau rouge pour arrêter la course. On va voir, tout ça est en train de se passer maintenant aux ordres de Roland Brunserat, le starter de la course. Pour l'instant, le directeur de course attend. Il attend de voir si on va pouvoir déblayer la piste avant le retour des voitures. Il fait signe à Alboreto de s'élancer. Alboreto qui part des stands, cela signifie a priori qu'il n'y aura pas de drapeau rouge, pas d'interruption du Grand Prix. À moins que effectivement les voitures de sécurité soient protégées par de très nombreux drapeaux jaunes. On a vu ça déjà au cours de l'histoire. Alain? Non, ça paraît vraiment limite. Il y a une voiture de sécurité sur la piste, donc il faudrait qu'ils prennent la décision assez rapidement. En tout cas, les deux pilotes ne sont pas touchés. Voilà, l'action ralentit à nouveau. Ah, il est coincé. Il passe, ça c'était une Ligier. L'ami découvre ça et lui il ne peut rien faire au dernier moment et il tape. Il aurait pu se faire extrêmement mal, on l'a vu. Il a quitté son habitacle. Eh bien, ça fait un accident de plus alors qu'il faut revenir à nouveau et ça continue de sauter. Et je crois que il y a le panneau safety car. Il y a le panneau de sécurité. La voiture de sécurité a pris la piste, donc la course est neutralisée. La course est neutralisée au départ alors que on a vu à nouveau sur le ralenti de ces images des débris qui sont partis dans le public. Ça nous rappelle Barrichello vendredi qui a été retenu de justesse par les grillages et les filins de protection. Les voitures sont sous l'ordre de la voiture de sécurité, c'est-à-dire qu'on n'a pas interrompu la course. Par conséquent, il y aura bien 61 tours. Vous voyez que tout le monde fait chauffer ses pneus et que ce tour sera compté. Voilà, on est déjà dans le deuxième tour de la course avec le safety car, c'est-à-dire la voiture de sécurité qui entre très très peu souvent en ligne. Alain. C'est une bonne décision. De toute façon, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir le safety car dans ces conditions que d'arrêter la course et de redonner un départ qui est toujours aléatoire. Le deuxième départ, les embrayages ont chauffé, c'est un peu différent. Les pilotes sont un peu nerveux, donc dans ce cas-là, pour la sécurité, c'est bien meilleur. Les voitures sont toujours aux ordres de la voiture de sécurité. Vous savez que c'est le directeur de course, alors qu'on revoit ici l'action de face avec ce décrochage, ce coup de main d'un pilote d'une Sauber Mercedes. C'est Frentzen qui a donné un coup de volant formidable pour éviter Letto qui était juste devant lui sur la grille. Et là, voilà. Et regardez les éclats qui passent. De l'autre côté, c'est une roue dans le public et j'espère que personne n'était là, que les carabiniers avaient fait leur métier, que tout le monde était bien en place dans les tribunes. Voilà, au premier plan, Lamy qui dégage et puis naturellement le reste de la scène alors qu'on tire sans ménagement cette épave de Benetton Ford. Pendant ce temps, la voiture de sécurité continue son rôle. On voit ici Senna qui suit avec Schumacher. Senna qui se plaignait de l'utilisation d'un pescar au départ du Grand Prix du Pacifique il y a 15 jours. Et bien, cette fois, il est servi. Il va lui aussi devoir faire chauffer ses pneus et ses freins. En tout cas, ne pas oublier ce qui s'est passé à Aïda. De même que ceux qui le suivent, il y a bien entendu un classement tout au long de ce passage sous la voiture de sécurité qui attaque maintenant encore un autre tour. Sous le drapeau jaune toujours. Les déplacements sont naturellement formellement interdits. Chaque tour compte bien sûr pour le classement de la course. Et la voiture de sécurité sera utilisée au moins jusqu'à ce que toutes les voitures soient alignées derrière elle. Cela pour permettre par exemple dans ce cas précis à Alboreto de rejoindre le fond de la grille de départ ou plutôt le fond du peloton. Et du côté de chez Benetton, Jean-Louis, pas vraiment d'explication. Le pauvre Gigi Letto qui effectuait sa rentrée en Formule 1, il a tout simplement calé au plus mauvais moment, c'est-à-dire au moment où le feu vert s'est enclenché. Il n'a pas pu
signe, il n'a pas pu lever le bras. Une Ligier vient de s'arrêter et de repartir, c'est Eric Bernard, alors qu'on avait préparé la voiture de réserve chez Benetton au cas où la course était interrompue par le drapeau rouge. On sait que ce n'est pas le cas. Rentrée différée pour le Finlandais Gigi Leto. Alors, ce qui va nous avertir de l'enlèvement de la voiture de sécurité, eh bien, ce sont ces gyrophares. Tant qu'ils sont en fonction, eh bien, ça veut dire qu'elle va rester encore un tour de plus, comme on le voit ici. Au moment où ces gyrophares seront éteints, eh bien, normalement, la voiture de sécurité, la Security Car, rentre au stand et c'est un départ lancé qui a lieu à la façon, je dirais, d'Indianapolis. J'espère, Alain, que déjà on arrive vite à la Tosa après le départ, cette fameuse courbe dramatique. J'espère que ça va pas arriver encore plus vite cette fois. Ça arrivera un tout petit peu plus vite, mais dans un ordre quand même mieux établi. Et de toute façon, la différence en vitesse sera de l'ordre de 5-6 km/h, donc ça ne fait pas une différence fondamentale. Par contre, au niveau des places, c'est certain qu'il y aura peu de modifications, en tout cas devant. Alors justement, au niveau des places, venons-en à Senna en tête devant Schumacher, le 3e est Berger, le 4e est Hill, le 5e Frenzen, le 6e Hakkinen, le 7e Larini, 8 Van Linger, 9 Katayama, 10 Brundle, 11 Morbidelli, 12 Blundell, 13 Martini, 14 Fittipaldi, 15 Herbert, 16 Thomas, 17 De Cesaris, 18 Panis, 19 Beretta, 20 Brabham, 21 Gachot, 22 eh bien c'est Alboreto et 23 Bernard. C'était la Ligier qui s'était arrêtée à son stand. Toujours les gyrophares. Ralentissement de Senna qui calme le peloton. C'est un peu lui aussi qui définit la cadence. Alors qu'on dégage encore là-bas l'épave tout au fond de la Benetton. Safety car toujours avec drapeau jaune. Un 3e tour et on part pour un 4e tour de la voiture de sécurité et que l'on fait chauffer les pneus. On peut regarder justement sur ces images la finesse des ailerons par exemple de la Williams, de la Benetton par rapport à la Ferrari. Ferrari emporte un peu plus de charge, la McLaren même, j'ai vu sur la grille, emporte aussi un petit peu plus de charge apparemment que la Williams et la Benetton. Alors que Pierre Van Vliet, il serait bon que vous ayez quelques renseignements sur l'état de santé des gens qui étaient aux premières loges là-bas, dans la tribune où les débris de la Benetton et de la Lotus conjuguée ont été volés. Je pense que c'est la direction de course qui donnera ça. Et puis nous continuons, nous, à suivre ces voitures au ralenti, si l'on peut dire, ces voitures derrière la voiture de sécurité. Johnny, on revoit les images. Tout le monde à droite, la Ligier, beau réflexe de la Ligier, et voilà celle de l'ami qui découvre, on ne voit rien sur ces voitures, au tout dernier moment, une roue, 2 roues. La roue va vraiment très loin dans le public apparemment. Hein. Les gens s'écartent, oui, c'était juste. C'était extrêmement juste. Je ne sais pas s'il n'y a pas eu de blessés. On a vu ça il n'y a pas longtemps à Phoenix, dans une course d'Indy où la roue a volé à plus de 30 mètres de haut. Oui, absolument. Absolument. Je crois que c'était une roue, pas celle de Michael Andretti, si peut-être celle de Michael Andretti que nous avons vue en Formule 1 l'an passé. Alors que là, nous revenons sur les 3 voitures de tête pour l'instant. Un Senna, 2 Schumacher, 3 Berger. Psychologiquement, c'est une situation épouvantable pour les pilotes aujourd'hui parce que après ce qui vient de se passer durant le week-end, l'accident en plus du départ, le pescar, c'est un peu dur. On a l'impression que c'est la loi des séries et chacun dans son habitat doit quand même penser un petit peu. Mais vous savez, Alain, si vous faites notre admiration, c'est aussi en partie pour ces moments dramatiques qu'il faut supporter. Pierre Van Vliet. Oui, si je peux peut-être vous rassurer, en face, derrière nous, dans le public, eh bien, a priori, plus de peur que de mal. Cette roue, effectivement arrachée, a été amortie par des treillis de protection. Juste au-dessus, il serait tombé dans le petit no man's land entre les tribunes elles-mêmes et la piste. Très bonne nouvelle, Pierre. Très bonne nouvelle. Alors qu'il y a une Minardi. Alboreto. Et c'est Alboreto qui n'aura pas été bien loin. Les feux de la voiture de sécurité sont éteints dans ce 5e tour de la voiture de sécurité. 5e tour, les gyrophares sont coupés, ce qui signifie que le départ est pour le 6e passage et il nous restera alors 55 tours de course. Johnny.
Je vois les pilotes qui sont en train de faire tous leurs efforts pour chauffer leurs pneus. Je voudrais demander à Alain, que font-ils pour maintenir leurs freins à bonne température? Parce que là, ils vont arriver à 300 à l'heure au premier freinage de Toz. Il faut qu'ils soient certains du rendement de leurs freins. Que font-ils? Exactement. Bien là, on a vu Senna, un peu tout le monde d'ailleurs, qui accélère un petit peu juste avant le freinage. Alors qu'on revoit la roue qui est passée par-dessus la tribune. Voilà pourquoi il n'y a pas eu de blessés. Non, et puis de toute façon, on maintient toujours avec le pied gauche, si possible, même dans les lignes droites, une pression sur la pédale de frein pour garder les freins en température. Ils n'ont pas besoin d'être excessivement chauds, parce que ce sont des freins en carbone, donc ils montent très très vite en température, mais il faut qu'ils aient un minimum. On dirait que Demonim s'est laissé surprendre par le faveur du directeur de la course. C'est incroyable parce que ça, c'est les pilotes qui sont peu habitués à la méthode du PSCAR, parce que normalement, ils auraient dû être tout de suite derrière Senna et Schumacher. Et là, il y a un gros trou, ce qui n'est pas du tout normal. Et voilà, c'est la leçon des vieux routiers. 1 Senna, 2 Schumacher à 5 dixièmes. 3 Berger à 2 secondes 5, c'est déjà un peu plus loin, alors que c'est le classement dans le 5e tour qui défile sur vos écrans, et que nous sommes là dans le 6e tour de course, le premier tour lancé. Schumacher peut-être en train de revenir sur Senna, Berger aussi, et le trou derrière avec Hill, Frentzen, Hakkinen et Larini. Eh bien, on va à Paris et on se retrouve tout de suite. Brundle. On revient à Senna, Schumacher, Gerhard Berger, Damon Hill, Heinz Harald Frentzen par la suite dans l'une des 2 Sauber. Voilà un tour qui se complète. Alors là, on entre justement dans ce virage extrêmement rapide que l'on prend à fond et qui est très taxant pour... de pointe, si vous voulez. Alors, on a vu une voiture arriver, alors c'est le médecin qui arrive. Alors, on est mieux de prendre son temps que de s'exciter, de s'énerver. Alors qu'on voit le personnel de Williams. Oh, reprise. Bruit mécanique parce qu'il a tiré tout droit. Tout droit, directement. Ça ressemble à l'accident de Ratzenberger, il faut bien dire. Et vous imaginez ce que le corps humain doit endurer à ce moment-là comme impact, Bertrand. Alors donc, on voit un secouriste qui tient le casque de Senna. Ça, c'est pour, si vous voulez, j'exagère un peu, étirer le cou, prendre de chance que les vertèbres cervicales ne soient pas écrasées, si vous voulez. Alors, on soulève le casque légèrement et on va lui poser une minerve, c'est-à-dire qu'on a un collet, si vous voulez, rigide autour du cou. On va prendre tout. Ne vous inquiétez pas si ça prend du temps à sortir Senna de la voiture. Ça, c'est normal. On va prendre tout son temps pour ne pas aggraver les blessures. Ouais. Dans tous les sports maintenant. Au bout de l'horreur, et oui, c'est Senna qui est coincé dans cette Williams Renault, qui a tapé violemment dans Tamburello. Senna qu'on a vu vraiment KO très longtemps. Voici absorber toute l'énergie, et par conséquent Senna en a absorbé une énorme partie lui aussi. On a eu extrêmement peur, et puis tout d'un coup quelques frémissements dans le casque signifiaient, on l'a vu bouger, signifiait qu'il avait repris connaissance. Mais dans quel état est-il? Alors que vous l'imaginez bien, le drapeau rouge a été agité. On revoit une nouvelle fois cet accident. Oui, rupture d'un élément mécanique à l'arrière gauche peut-être. C'est difficile de dire. De toute façon, peu importe, je dirais, mais il y a certainement, je pense pour une suspension. Mais... Alors que là, Senna était allé, voyez, prêt à être mis dans une civière, ce qu'on appelle un matelas cryologique, qui va prendre ses formes. La sécurité a un peu hésité. Ils étaient paralysés de qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, je ne sais pas très bien. Bon, je pense que dans ces cas-là, de toute façon, ils attendent les gens qui sont très compétents, c'est-à-dire les médecins. Les commissaires qui sont là ne sont pas censés normalement être des médecins ou des secouristes, ou s'ils le sont, ils ne le sont peut-être pas tous. Et dans un cas comme ça, qui est quand même très très grave, il vaut mieux attendre les gens compétents qui d'abord mettent une minerve autour du cou, sortent le pilote, et les manœuvres qui sont faites à ce moment-là peuvent être bien entendu
des plus importantes pour la suite. Alors que toutes les ambulances sont là, qu'on s'affaire toujours autour de Ayrton Senna. Johnny, vous avez regardé votre heure, votre montre, quand cet accident s'est produit alors qu'il était à peu près 14h15 à peu près, grosso modo, et que bon, on est autour là de Senna en train de lui prodiguer des soins déjà intensifs. Apparemment, on pourrait dire a pas mal tenu, hein. Donc on voit qu'elle est droite, elle est en ligne. Apparemment, il n'y a pas d'ouverture, mais c'est surtout le choc et le ralentissement quand à ce niveau-là, c'est aux alentours je pense que c'est un choc aux alentours de 250 km/h. Alors que Jean Todt a écarté Gerhard Berger de l'endroit. Gerhard Berger qui s'est rendu, Gerhard Berger qui a quand même beaucoup pris sur lui. La mort de Ratzenberger hier, l'un de ses amis, et puis autrichien comme lui. Senna toujours en train d'être soigné alors que les médecins arrivent. On a vu ça dans le cas de Rubens Barrichello vendredi, dans le cas de Ratzenberger hier, et que les médecins sont tout de suite là avec piqûre qu'on appelle, je crois, tonique cardiaque, et puis goutte à goutte tout de suite, transfusion. L'immobilité de Senna est très très effrayante quand même, hein. Oui. Ses pieds ne bougent absolument pas, oui. Il est complètement inconscient, et le fait qu'il soit allongé à même le sol indique que les médecins partent au plus pressé et que la situation doit être très grave. L'hélicoptère est sur la piste. Alain, vous avez parlé tout à l'heure, j'ai bien remarqué ça, j'ai bien écouté ça. Si vous sortez un petit peu avant, vous pouvez avoir la chance de prendre l'angle du mur d'une manière un peu différente et glisser un petit peu plus sur le mur. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il l'a pris presque non pas au plus mauvais endroit, mais on a vu la voiture se diriger vers le mur. C'est-à-dire elle n'a pas glissé vraiment, elle s'est dirigée vers le mur, donc dans un angle un petit peu moins important. On revoit. Et vous voyez, après le choc, elle revient, elle fait peu de distance. Ce qui veut dire qu'elle a absorbé le maximum de choc, donc c'est d'énergie. Donc bien sûr, on peut craindre pour les jambes, des choses comme ça, mais rendez-vous compte au niveau du cerveau, au niveau de la tête. Nelson Piquet avait eu un peu un accident similaire et il avait glissé un peu plus longtemps. Voilà, et il s'est arrêté loin derrière. Ce qui veut dire que la vitesse était quand même plus importante après l'impact. Alors que vous savez que normalement, on médicalise les pilotes avant qu'ils partent en hélicoptère. Et là, je vois que l'hélicoptère est à même la piste, moteur tournant, qu'on débarrasse. On emmène tout de suite cette civière. Donc, ce qui veut dire que Senna ne va même pas faire ce stage de médicalisation au centre de réanimation du circuit d'Imola, qui est le meilleur pour ce qui concerne les circuits, le meilleur de ce qu'on connaît dans le monde à notre niveau, au modeste niveau de la course automobile, et qu'il va être évacué immédiatement vers l'hôpital Maggiore et à Bologne très probablement. Jean-Louis, chez Williams, c'est évidemment la consternation, comme vous l'imaginez. Il y avait le frère d'Ayrton Senna, Leonardo, qui était juste derrière nous il y a quelques instants. On est venu le chercher chez Williams, c'est le conseil de guerre. On se regroupe. Du côté de la télémétrie, pas vraiment d'informations à propos de cette sortie de route. C'est un peu inexpliqué pour l'instant. On sait qu'on est revenu aux suspensions passives. Si c'est une défaillance de suspension, on risque d'en entendre parler. Alain, une opinion? Non, ça n'a rien à voir. De toute façon, le système passif ou actif n'a rien à voir. Si c'est une rupture d'un bras de suspension, il y a un bras de suspension de toute façon d'une manière ou d'une autre. Si c'est une rupture de pneus, de jambes, n'importe quoi, ça n'a rien à voir avec le système même de la suspension. Ce qui laisse penser que c'est une rupture d'éléments de suspension, c'est que la voiture était inscrite dans une courbe à gauche, donc, et depuis la vue que l'on a de la Benetton de Schumacher qu'il suivait, la voiture pique immédiatement sur la droite, elle change carrément d'arrondi. De cap. Par contre, on peut toujours extrapoler, imaginer des choses, mais il y a eu un accident au départ tout à l'heure. Bien entendu, on a nettoyé la piste, mais on n'est jamais à l'abri de prendre une pièce métallique et peut-être, on ne sait jamais, une crevaison à l'arrière droit qui pourrait expliquer qu'à un certain moment, la voiture, le pneu se dégonfle et puis juste dans la courbe où on prend énormément de force centrifuge, il y aura un changement de cap. Ça, c'est aussi une des explications. Mais je dirais qu'aujourd'hui, peu importe, il y a eu un incident mécanique quel qu'il soit, et personnellement, si j'étais directeur de course, j'arrêterais la course. J'allais vous dire, Alain, quelle sorte de malédiction
s'attache tout d'un coup sur ce circuit où ça n'a pas arrêté. Est-ce que ça n'a pas arrêté de vendredi, de samedi et aujourd'hui de dimanche, les incidents? Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est ah non, c'est Eric Thomas. Oui, je pense, avec c'est invraisemblable. La Rousse. Oui, Pierre. Oui, Eric Thomas qui est rentré au stand, Jean-Louis, oui, pour changer de pneu. Peut-être qu'il a roulé sur un débris de l'incident, c'est possible. Et qu'il essaye de repartir, mais c'est invraisemblable qu'on le laisse partir. C'est invraisemblable qu'on l'ait laissé partir, alors que Roland Brunserrat, je crois, au premier plan, est en train de lui faire signe que non, et que, évidemment... Il a certainement eu le feu vert à la sortie du stand. Oui, parce que je vois pas comment il aurait pu ne pas... oui... Il règne une certaine confusion ici. Oui, bien sûr, mais oui, bien sûr, mais on peut la comprendre, Pierre. On peut la comprendre l'instant. Actuellement, le feu est rouge, donc s'il est passé, c'est que quelqu'un l'a mis au vert. Il n'est pas bloqué au vert, il est au rouge. Alors, il n'a pas passé le feu rouge, c'est sûr. Vous avez raison, il règne une tension, mais elle est bien compréhensible. Et je crois que tout ce qui gravite autour du circuit d'Imola, eh bien, on peut le comprendre maintenant. Il y a une tension telle, alors que Senna il faut, je crois maintenant, on en est à 13 minutes à peu près de l'accident. Il faut songer, alors que là, les médecins ont pris les tensions, tout ce qu'ils peuvent. Je regarde la voiture, elle est abîmée à hauteur du ponton, l'entrée d'air du ponton droit. Je vous rappelle que cette Williams-Renault utilisait ici une nouvelle suspension avant, avec un aileron avant reculé de quelques centimètres, de façon à assurer l'interaction entre l'avant et l'arrière de cette voiture. Est-ce que c'est là que ça n'a pas marché? On voit ici la scène vue du haut avec cet hélicoptère de sécurité. Elle a tapé d'abord par l'avant droite et elle s'est plaquée contre le mur après avoir heurté le mur par l'avant droite. L'angle devait être assez important. Oui, un peu plus loin à droite, il doit y avoir les traces de cet accident, une fois de plus terrifiant. Ça y est, je crois que la civière est en train d'être terrible. Je crois qu'on n'avait pas vu ça depuis des dizaines d'années. Mais oui, mais comment ça se fait? Je parlais de malédiction. Sur ce circuit d'Imola, sur ce premier Grand Prix européen, on a parlé tout à l'heure de la tension au moment de l'accident du départ, et puis qui fait suite à encore tout ce qui s'est passé ce week-end. Surtout que dans les 3 accidents importants qu'on a vus ce week-end, il y a un petit doute sur celui de Barrichello, mais quand même, ça a l'air d'être 3 incidents mécaniques. Et c'est bien entendu ce qui peut arriver de plus grave pour un pilote, car on n'a plus le contrôle du tout de la voiture. Quand c'est une erreur de pilotage, souvent on a encore la possibilité de faire quelque chose. Et souvent ce sont dans des vitesses un peu moins grandes. On a le temps de ralentir, on a le temps de freiner. Et là, c'est bien entendu tout droit impossible de diriger la voiture. Entre le moment où Senna doit s'apercevoir qu'il y a un problème et l'impact, il y a une seconde. Donc, oui, ce qui ne laisse aucune rémission. Il a beaucoup, mon Dieu, il a beaucoup fini, Senna. Vous parliez de rupture mécanique. Écoutez, je crois que Johnny Reeve à nos côtés avait bien vu pour ce qui concerne Barrichello. C'était une crevaison à l'arrière gauche. On a vu le pneu soudain s'effondrer complètement. Pour ce qui concerne Roland Ratzenberger, on a vu quand même cet aileron. Alors l'information a circulé, je dis bien non pas la rumeur, mais l'information a circulé que les caméras intérieures de sécurité du circuit, qui n'ont naturellement pas diffusé ces images, l'information a circulé comme quoi la moustache avant gauche, l'aileron avant gauche était détaché, la voiture était passée par-dessus et que après ça elle avait décollé. Donc on peut être certain que c'est une rupture mécanique. Quant à Senna, il y a cet éclair de lumière que nous avons vu à l'arrière gauche. On le voit un tout petit peu, oui, on le perçoit. Peut-être c'est au moment où il coupe, je ne sais pas. Non, mais vous savez, les voitures, elles sont maintenant pas chargées beaucoup en essence cette année, mais de toute façon, les Williams, surtout, notamment, touchent un petit peu le sol. Les étincelles ne sont pas un critère absolu. Voilà, donc voilà, Senna dans ce matelas cryologique. L'accident à 14h15, ça nous fait déjà 16 minutes. Je dis 14h15 approximativement. C'est déjà 16 minutes
après l'accident. Pierre Van Vliet. Oui, une ambiance tout à fait surréaliste ici, Jean-Louis, sur cette grille de départ qui n'en est plus une. Seule la Benetton de Michael Schumacher est revenue se placer à son emplacement. Oui, c'est le règlement. La Ferrari revient également, celle de Gerhard Berger. Schumacher, son témoignage, je l'ai eu par personne interposée. Eh bien, il n'a absolument rien vu. Senna devant lui a tiré tout droit, absolument pas pu entamer la courbe de Tamburello. Il a tiré tout droit et tapé le mur avec une violence inouïe, vous l'avez vu. Alors qu'on s'affaire autour de cet hélicoptère, que les médecins repartent chercher quelque chose rapidement pour revenir, c'est prêt à l'évacuation maintenant. Vous voyez quand même la sortie du virage du Tamburello, on est loin déjà. Mon Dieu. Il faut apporter une petite précision à ce que vient de dire Pierre, c'est que la Williams était déjà inscrite dans Tamburello et dans la courbe, elle était déjà en appui sur ses roues droites et là, elle a piqué brusquement vers la droite. Tout à fait. Moi, je crois que si Michael Schumacher n'a rien vu, c'est qu'il visait lui sa trajectoire. Berger, pardon. Berger était trop loin. Oui, non, oui, mais il a eu, je crois, le témoignage de Michael Schumacher par un personne interposée. Et s'il a rien vu, c'est qu'il visait sa trajectoire, Michael. Donc, c'est la raison pour laquelle il n'a pas pu percevoir tout. Il est 14h33 alors que Mika Hakkinen ici en gros plan, on va voir de quoi il retourne très probablement. 14h33 et l'hélicoptère qui emporte Senna vers son destin. Nous souhaitons tous ici que Ayrton puisse presser à avoir des renseignements, car Senna est un personnage central de la Formule 1 et qu'il nous faut absolument savoir d'ici la conclusion de ce Grand Prix, si toutefois il y en a un. Alors pour revoir le choc terrible, il nous faut des nouvelles d'Ayrton. Les pilotes reviennent, Jean-Louis, tous les pilotes reviennent dans les stands à pied. Mika Hakkinen ici avec Ron Dennis. Ron Dennis dont on connaît les liens d'amitié avec Ayrton Senna. Nicolas Larini revient également. Alors on peut effectivement se poser la question. Actuellement, il n'y a pas de réponse du côté des officiels. La course va-t-elle repartir ou pas? Et surtout, bien entendu, les nouvelles d'Ayrton Senna. Bien sûr, alors que là nous avons une vue embarquée depuis la voiture de Damon Hill. Et elle n'apporte pas grand chose. Non, elle ne révèle rien. Mais par contre, la voiture était un peu plus loin que ce que je pensais, la voiture de Senna. Oui. Donc, on va espérer que le choc était un petit peu moins violent que on va penser. On voit bien que la voiture est inscrite. Et là, voilà. Et là, à ce moment-là, voilà, elle pique à droite. Avec cette flamme dessous. Complètement. Alors la flamme, bien entendu, vous voyez, il y a un peu des marques. Les voitures touchent de toute façon un tout petit peu ici, donc c'est pour ça que c'est pas fondamental, mais ça prouve que c'est au moment où il y a un suspension, enfin actif, qu'il y a quelque chose qui se passe. Et on voit la Benetton qui bouge au même endroit. Ça c'est tout à fait normal. Mais s'il y a une rupture de suspension, elle se fait bien entendu au moment où il y a le plus de contraintes. Et c'est apparemment à ce moment-là dans le virage. Et vous voyez, si l'incident se passe à ce moment-là, peut-être qu'il peut prendre le mur avec un angle un petit peu plus ouvert et s'en tirer un petit peu mieux. Mais... Bien sûr, c'est ce qu'on souhaite. Alors que Pierre, vous êtes notre interlocuteur sur la grille de départ, alors que nous revoyons une nouvelle fois cet accident terrible avec cette image dramatique de l'absorption de l'énergie. C'est ça qui paralyse. Pierre. Écoutez, je suis chez Williams, là l'ingénieur Patrick Head à mes côtés, en train de s'entretenir par radio. Il semble effectivement qu'il y a eu un problème de suspension. Ils sont en train de vérifier la voiture de Damon Hill, à même la grille de départ. Patrick Head est allé consulter les écrans de télémétrie. Mais on attend surtout des nouvelles, évidemment, des sauveteurs. À propos de l'état de Ayrton Senna. Sur la grille de départ maintenant, eh bien, une grande activité règne. Toutes les voitures sont revenues et a priori dans les écuries on prépare les pneumatiques, on se prépare éventuellement à un nouveau départ, mais pour l'instant rien n'est moins sûr. Oui, on la voit, cette Williams Renault qui revient sur sa dépanneuse. On ne peut pas dire qu'elle soit absolument détruite, mais c'est pas toujours un facteur
d'assurance. Parce que plus la voiture est détruite, plus elle absorbe bien entendu d'énergie. Donc dans le cas de Senna, j'aurais peut-être moins peur pour les jambes ou des choses comme ça, mais beaucoup plus pour le ralentissement violent et brutal sur le plan cérébral notamment. C'est ça, c'est l'absorption du choc qui a toujours été le plus terrible. Et lorsqu'il y a un choc pareil, et bien effectivement, sur le plan, vous l'avez dit, du cerveau, du rachis, eh bien on peut craindre le pire. Pierre, vous êtes toujours sur la grille de départ. Oui, c'est peut-être le moment, c'est peut-être le moment d'observer une pause le plus rapidement possible et de revenir ici pour avoir des nouvelles de Ayrton Senna. À vous, Paris. À Imola pour ce Grand Prix de Saint-Marin qui a été, je vous le rappelle, interrompu dans son 6e tour par le terrible accident dont a été victime Ayrton Senna. Ayrton Senna qui a été, Johnny, je crois, évacué combien de temps après? L'hélicoptère vient juste de partir, environ une vingtaine de minutes. Alors Alain, la question que tout le monde se pose, c'est comment ça se fait que tout d'un coup les voitures se mettent à casser des pièces, à s'envoler? Qu'est-ce qui se passe? C'est difficile de répondre, bien entendu, précisément. On a vu 3 accidents ce week-end, 3 fois sur des incidents mécaniques, soit suspension, soit perte d'aileron, soit pneus dégonflés ou crevés. Donc bien entendu il y a une part de chance et bien entendu de malchance parce que c'est la loi des séries comme je disais tout à l'heure. J'ai peut-être pas porté chance en disant qu'il fallait croire à la loi des séries. On a eu une série avec très peu d'accidents, ou en tout cas quand il y en a eu, ils ont été très spectaculaires, mais il n'y a pas eu de blessés. Malheureusement ici sur ce circuit, ils ont lieu dans un endroit où les vitesses sont très élevées. L'accident de Senna aux alentours de 250-260. Hier, Rosenberger à plus de 300, 230-240 pour Barrichello. Bien entendu, si vous arrivez la même chose peut-être à Monaco, dans un virage lent ou dans d'autres endroits, eh bien, on ne dit rien et puis le spectacle continue. Maintenant, il est vrai que on change, on modifie les voitures, on essaye de modifier les règlements, non pas pour améliorer la sécurité, mais pour faire le spectacle. Il faut dire les choses comme ils sont, c'est-à-dire que les règlements qui ont été changés depuis quelque temps, depuis l'année dernière et même avant, ils sont tous là uniquement pour essayer de resserrer le plateau et que les voitures soient les plus proches possibles pour faire le meilleur spectacle et après je préfère pas développer. Par contre, il n'y a pas grand chose qui est fait pour la sécurité. Les voitures ont une charge aérodynamique aujourd'hui qui est énorme. Donc cette charge, il faut bien la passer au sol. On la passe par les pneus avec les suspensions. Certaines écuries prennent des options technologiques qui sont de temps en temps osées. Certaines équipes comme celle d'hier, ils mettent une Formule 1 sur la piste, mais est-ce qu'ils ont les moyens financiers et techniques, comme je disais, de le faire? Donc ça pose des problèmes. C'est pas un problème, on ne résoudra pas un problème, on n'empêchera pas non plus d'avoir des accidents en Formule 1 dans le sport mécanique. Mais cette succession de petites choses ça vient simplement du fait que depuis des années on ne parle plus de sécurité. Quand on en parle, quand j'en ai parlé, je me suis fait huer, tout le monde disait c'est un lâche, il va courir sous la pluie, etc. Vous verrez cette année des courses sous la pluie comment ça se passera. Il y aura des problèmes, c'est certain. Il faut reprendre le problème à la base et puis essayer d'avoir des voitures avec moins d'appui aérodynamique qui puissent sur le plan mécanique justement supporter cette charge qui est de plusieurs tonnes à 250 à l'heure, 300 à l'heure. Donc ça c'est le vrai problème. Et au lieu de ça, on met des pneus étroits qui de toute façon chauffent un petit peu plus que des pneus un peu larges parce qu'avec 800 chevaux c'est difficile de passer à puissance. Et c'est tout un système qu'on a oublié depuis des années. À l'époque, on instaurait un peu le dialogue avec le président Balestre, on arrivait à avoir des choses concluantes. Il vous a beaucoup défendu. Voilà, il nous a beaucoup défendu. Maintenant, il faudrait repartir presque à zéro.
pas oublier, c'est vrai qu'il y a une part de fatalité ce week-end, c'est absolument atroce, mais quand même. Bien sûr, Pierre, oui. Oui, Jean-Louis Alain, sur la grille de départ ici, eh bien, on se prépare à... Bernie Ecclestone avec Gerhard Berger à côté, derrière vous, Pierre. Oui, Pierre, et continuez. on se prépare à repartir. Les nouvelles d'Ayrton Senna, pour l'instant, elles sont peu nombreuses. On sait qu'il est donc parti vers l'hôpital de Bologne en hélicoptère, dans un état que personne n'a été capable jusqu'à présent de nous décrire. En tout cas, la course va repartir, c'est une certitude. On attend que les véhicules de sécurité, l'hélicoptère notamment, soient en place avant de relancer la procédure de départ qui elle-même prend au minimum 5 minutes avant le lancement du tour de formation, du tour de chauffe. Et voilà, les pilotes sont maintenant casqués, équipés. Ils retournent s'installer dans leur cockpit pour une course qui devrait être écourtée, évidemment. Une course qui va se dérouler en 2 temps. Oui, bien sûr. Alors que nous voyons ici Damon Hill, l'équipier d'Ayrton Senna, en train d'ajuster son casque intégral. Alain, il y a aussi une réflexion qui me vient à l'esprit. Dans les voitures type Indianapolis, qui en particulier courent les fameux 500 miles, les chocs sont à des vitesses beaucoup plus grandes encore, je crois. On peut aller jusqu'à 340, 350 et elles résistent quand même cependant mieux. Elles sont plus lourdes naturellement. C'est vrai qu'on peut se dire qu'elle résiste mieux. Le poids n'a jamais été un facteur de sécurité. Il faut s'enlever ça de la tête. Non, mais n'oubliez pas que sur les ovales, quand il y a des accidents, automatiquement, parce que c'est un ovale, parce que le mur est pas loin, et souvent c'est dans un angle qui est plus bénéfique, je dirais, que par exemple l'angle qu'on a vu aujourd'hui. Ils ont peu de casse mécanique, c'est vrai, ça peut arriver, mais ils ont peu de casse mécanique, parce qu'aussi les voitures sont beaucoup moins chargées aérodynamiquement. Elles ont l'air peut-être plus solides, je ne sais pas très bien, mais je me fierais pas trop à ça, parce qu'il y a quand même des accidents, il y a quand même des morts, et là aussi la chance, il ne faut pas non plus jouer avec. Bien sûr, quand je parlais du facteur poids, je voulais dire que le facteur poids étant moins limité, on avait tendance justement à utiliser des choses des éléments plus costauds. C'était simplement peut-être, mais c'est vrai qu'aujourd'hui avec le carbone et tout ça, on a des éléments quand même très très résistants. Simplement, ils ont des voitures qui sont moins sophistiquées que les nôtres. Voilà, c'est beaucoup moins évolué, moins sophistiqué. À ce niveau-là, Alain, toujours pour parler technique, comment chez Williams-Renault on peut avoir vérifié la voiture de Damon Hill? Personnellement, je comprends même pas comment Damon peut prendre le départ, parce que s'il y a eu, à moins qu'ils soient vraiment sûrs de leur coup et qu'ils savent exactement ce qui s'est passé sur la voiture, ce qui me paraît quand même douteux, les traces. Il y a quand même malgré tout un petit risque et un doute. Et ce doute, il est insupportable pour un pilote, de savoir si c'est la suspension arrière. Vous savez que la suspension est quand même très différente de celle de l'année dernière, avec une transmission différente. Et bon, je sais pas, je vais pas m'avancer, mais il y a un doute, et surtout dans un week-end comme celui-ci, le doute, dans la tête de Damon, ça doit être terrible. Johnny. Alain, je vais vous poser une question peut-être un peu difficile. Que feriez-vous aujourd'hui? Personnellement, à la place de Damon, je ne cours pas. Non, vraiment, je ne cours pas. Avec la même voiture, je ne cours pas, c'est impossible. Mais c'est vrai que c'est une décision difficile à prendre. S'il y a une décision à prendre, c'est la décision des pilotes aujourd'hui, parce que c'est évident que les organisateurs et la fédération, avec 150 000 spectateurs, les télévisions, ils pousseront à prendre le départ. Ça, c'est le problème. Mais dans le cas de Damon spécialement, non. C'est le problème des leaders. Un panneau 3 minutes, la procédure de départ est lancée ici, Jean-Louis. Oui. Roland Brunserad a le panneau 3 minutes en main. Et on va donc dégager la grille de départ. Les pilotes sont sanglés dans leur cockpit. Pierre, on voit bien la marque qui prouve exactement que c'est d'abord l'avant de la voiture qui a touché, parce qu'on ne voit pas les traces des deux roues. On voit simplement une trace noire qui indique que c'est d'abord la coque, enfin la roue et la coque qui s'écrase, et après la roue arrière qui vient percuter le mur. Alors que un hélicoptère va se poser, il faut naturellement, vous le savez, avant que le départ soit donné, quand même le retour d'un autre hélicoptère de sécurité. Car il est là, il arrive, il revient, il survole maintenant la grille à l'instant précis où je vous parle. Alors que l'araignée est sanglée dans sa Ferrari, et que Pierre, il serait bon que nous sachions combien de temps va durer cette course, dans le temps ou dans le nombre de tours, naturellement. Nicolas Larigny avec sa Ferrari. On revient là sur les traces. Voilà ce que nous disions. Les traces de l'impact. Il y a peu d'écart entre le choc avant et arrière, ce qui veut dire que l'angle est bien entendu l'angle est faible. Oui. Parce que sinon on verrait pratiquement la largeur de la voiture.
voiture, enfin la longueur de la voiture plutôt. Et ce qu'on voit également dans ces images de l'accident, moult fois vu, c'est que la petite capsule, le nez qui joue, qu'on appelle le crash box exactement, a volé tout de suite et donc n'a pas pu remplir son office, n'a plus son énergie. Le crash box il est testé à 50 km/h. Oui. Et dans un choc comme celui-ci, il absorbe bien entendu automatiquement. Et ce qui est important, c'est que on voit que la coque en tout cas a très très bien résisté. Je suis même étonné que dans un choc comme ça, elle puisse résister et ne pas même s'ouvrir en deux. Johnny, je fais appel à votre mémoire. Vous vous souvenez d'un départ de Grand Prix aussi calamiteux que celui-ci? On a en mémoire le multiple départ du Grand Prix d'Autriche en 1986. Mais c'est-à-dire c'était des carambolages qui s'étaient produits à des vitesses relativement réduites sur la grille de départ elle-même, 3 fois successivement, si mes souvenirs sont bons. Oui, personne n'avait été blessé du tout. Peut-être des petites échymoses, des bleus, des roues arrachées, mais absolument aucun blessé. Alors que là, on est en pleine tragédie. Oui. Alors que vous entendez sans doute les moteurs qui rugissent, ce qui nous place maintenant la pole position dans cette course à droite. 53 tours de course. Pierre. Oui, Jean-Louis, je suis au pied de la tour de contrôle avec des informations de la part, non pas des officiels qui sont muets, mais notamment le chauffeur de la voiture de sécurité. Alors que la vingtaine de voitures encore en course s'élancent pour le tour de formation, il semblerait, d'après le témoignage du chauffeur de la voiture de sécurité, que la situation de Senna soit quand même moins grave évidemment que celle de Ratzenberger hier, mais quand même inquiétante. Il saignait du visage, il avait des difficultés pour respirer, mais on a pu apporter quelques soins urgents sur place avant de le transporter par hélicoptère à l'hôpital Maggiore de Bologne. Eh bien, Pierre, merci de ces précisions. On espère qu'elles sont bonnes alors que c'est Frentzen qui est arrêté, Hans-Harald Frentzen avec sa Sauber Mercedes. Et je pense, nous sommes certains, Gilles Pernet est parti, je sais, au renseignement pour nous donner des nouvelles d'Ayrton Senna. Les meilleures nouvelles possibles, on le souhaite, alors que c'est maintenant Michael Schumacher qui mène ce tour de formation et que normalement, on a dépassé les 3 tours et que la course doit se dérouler par addition du temps de 2 manches. Si on peut s'intéresser à la course encore, oui, la première manche aura duré 5 tours. 5 tours de voiture de sécurité. 5 tours de voiture de sécurité. Et là, elle va partir pour 53 tours au lieu de 61 initialement. Je vous rappelle que le classement est pris avant, dans le tour qui précède l'interruption de la course, et c'est en plein effort que Senna, lui, a été accidenté. C'était à ce moment-là dans le 6e tour de course, alors que les voitures sortent ici du double gauche de Rivazza et pénètrent dans cette double chicane. C'est là où Barrichello, vendredi, a perdu le contrôle de sa voiture, est allé taper dans les grilles que vous voyez au-dessus du muret de protection, alors que Michael Schumacher, lui, va mener maintenant ce départ avec Berger en première ligne. Johnny. Est-il possible d'imaginer, Alain, que les directeurs sportifs aient approché leurs pilotes en leur disant on a de bonnes nouvelles de Senna pour les mettre en confiance et leur permettre d'effectuer cette deuxième partie de course? Écoutez, certainement pas tous, mais je peux en imaginer au moins 1 ou 2 disant ça, oui, pour les mettre en confiance. Et ceci dit, il y a 2 écoles, vous savez, il y en a qui vous diront que c'est mieux de remonter tout de suite et de repartir, mais bon, chacun son avis là-dessus. Alors que les voitures se rangent pour normalement, en tout cas légalement, cette deuxième manche du Grand Prix de Saint-Marin. Le drapeau vert est passé, que Roland Brunserad peut allumer le feu rouge. Et ensuite le feu vert. Et c'est reparti dans l'enfer des moteurs avec Berger tout en tête et Michael Schumacher collé. Et Damon Hill, attention, juste derrière, le freinage à Tosa et Damon Hill qui passe
Tifosi découvrant cette Ferrari de Berger. Lehmann n'est pas passé. N'est pas passé, oui. Très juste, mais ça doit être très chaud. Malheureusement, il s'est fait. Est-ce qu'il aurait abîmé quelque chose Il n'est plus repassé. Peut-être qu'il est parti. Non, il est derrière. Non, il est derrière. Mais apparemment, il a un problème. Apparemment, il s'arrête peut-être suite aux injonctions du stand Williams. Non, départ pris. Non, il y a peu de probabilité. C'est étonnant parce que. Il ne faut pas arrêter de la même manière. Bien sûr. À moins que je n'ose pas imaginer qu'il aurait envie de sortir Schumacher, mais je pense pas que... Non, peut-être a-t-il ressenti quelque chose dans sa voiture. Je peux vous dire qu'il y avait beaucoup d'hésitation au départ chez Williams. C'est que Damon Hill s'entretenait encore quelques instants avant le départ avec les ingénieurs, Adrian Newey notamment. Et peut-être effectivement qu'il a estimé, après avoir pris le départ, qu'il y avait un problème sur la voiture. Alors que vous entendez naturellement les tifosi venus par dizaines de milliers, en sachant les performances accrues des Ferrari. Et nous avons donc une voiture de la Scuderia en tête. Mais je vous rappelle que comme il s'agit d'un classement par addition du temps des deux manches, alors que Damon Hill s'arrête, on juge sa voiture sur des criques. Il a peut-être touché Schumacher. Peut-être, oui. Ce compte-là, c'est pas très bon signe pour Schumacher, mais apparemment il continue sans problème. Mais oui, mais n'oubliez pas, Alain, que comme le classement a lieu par addition du temps des deux manches, et bien pour l'instant, sur cette course que vous voyez, c'est Schumacher qui est en tête avec un classement un écart de 1 seconde et 4 dixièmes d'avance sur Berger. Ça paraît surréaliste cela aussi, mais c'est le classement. Apparemment, il change le museau avant. Oui, il y a eu contact entre la Williams Renault, le Damon Hill d'Antosa, où les deux voitures ont viré côte à côte. Schumacher a refermé la porte en touchant avec sa roue arrière gauche le museau de la Williams Renault de Damon Hill, qui s'élance et qui repart à l'instant avec un peu moins d'un tour de retard maintenant. Voilà l'explication. Alors que nous sommes à bord de la Benetton Ford de Michael Schumacher, suivant toujours la Ferrari de Gerhard Berger, mais en étant en tête au classement par addition des deux manches. Et ce que vous voyez en haut, c'est le régime APM. C'est le régime moteur du Ford ZTEC R 8 cylindres de la Benetton. Ce que vous voyez au-dessous, c'est le pourcentage d'ouverture de l'accélérateur. C'est-à-dire que là, il est à fond. Ce que vous voyez à droite dans le rond, c'est le rapport de vitesse enclenché, 5e. Freinage, 3e. Et ils descendent maintenant vers Aqua Minerali, 5e, 4e, 2e et 1er. Alors que... Il faut espérer que son pneu arrière n'a pas été... Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, alors qu'on fasse des écarts ici, mais qui sont des écarts de cette manche, alors qu'au classement général, Schumacher, lui, est en tête de la course. Il faudrait que Berger le distance de plus d'une seconde et demie. En l'état, Schumacher n'a qu'à rester dans le sillage de Gerhard et il aura à gagner ce Grand Prix de Saint-Marin, mais il ne semble pas encore là naturellement. Et en troisième position, derrière les deux voitures qui mènent actuellement, on a entrevu la McLaren de Mika Hakkinen, qui s'est hissé à cette position au prix d'une attaque de tous les moments sans doute, et qui va porter à réfléchir sur la mentalité des pilotes de course. Hakkinen est reparti le couteau entre les dents comme si de rien n'était. Bien sûr. Et dans notre classement, je le répète, par addition du temps des deux manches, eh bien le leader est Michael Schumacher, alors que Berger part à toute éventualité en ne cédant pas la place à la corde naturellement, ce qui n'est pas très fair-play en début de course. 1 Schumacher, 2 Berger, 3 Hakkinen, 4 Larini, 5 Wendlinger, 6 Katayama, 7 Morbidelli, 8 Frentzen, 9 Brundle, 10 Martini, 11 Fittipaldi, 12 Blundell, 13 Herbert, 14 Panis, 15 De Cesaris, 16 Brabham, 17 Bernard, 18 Beretta, 19 Gachot, 20e Damon Hill, 21e Alboreto. Et par conséquent, Alboreto, on l'a vu abandonner dans la première manche. Il n'a pas pu reprendre son mulet. Il n'est donc plus dans ce classement en principe. Alors attention, tout au long de cette course, nous aurons, je l'ai dit,
un classement un peu surréaliste parce que c'est par addition du temps des 2 manches et effectivement c'est le moment de jouer au jeu de top position, ce qui est extrêmement compliqué et c'est comme ça qu'on fera la différence top position. Depuis l'hôpital Maggiore de Bologne, Ayrton Senna est en bonne condition. Il avait perdu beaucoup de sang, c'était spectaculaire effectivement. Les médecins avaient opéré sur place à une trachéotomie pour lui permettre de moins perdre de sang. Mais il n'a rien de cassé semble-t-il. Il est dans un état de choc comme on peut l'imaginer. On lui fait une transfusion sanguine. Mais Ayrton Senna va bien, il est vivant et ses jours ne sont pas en danger. Eh bien Pierre, si tel est le cas, si les informations sont bonnes, vous venez de vraiment d'éclairer notre Grand Prix. Vraiment c'est formidable si c'était le cas. Je crois quand même que vous devez continuer à surveiller Pierre l'arrivée de Gilles Pernet qui est allé lui au renseignement je crois pas loin de Bologne. Et qui nous donnera des nouvelles encore plus fraîches, mais vraiment, si ce que vous dites est vrai, et je l'espère, eh bien, ça sera formidable. On revient au déroulement de ce Grand Prix de Saint-Marin dans son 9e tour en 2 manches avec Schumacher qui est ici en 2e position avec sa Benetton Ford précédent Gerhard Berger avec la Ferrari. 1 seconde 4 entre les 2 hommes et voilà, maintenant il y a plus d'1 seconde 4 et par conséquent Berger et non, il a failli passer devant mais non, il n'était pas passé devant. 1 seconde 5 maintenant entre Schumacher, nous sommes à bord de sa Benetton Ford qui suit comme son ombre la Ferrari. Et il y a fort à parier que ces positions vont encore varier. Alors que nous avons ici Christian Fittipaldi, puis nous avions aussi Gianni Morbidelli. Attention, c'est chaud ici au freinage de Tosa. Alors que, je vous le disais, eh bien, les ravitaillements vont changer. Ici, vous avez David Brabham avec la Simtech. David Brabham est l'équipier de l'infortuné Roland Ratzenberger. Avec un bandeau noir en signe de deuil et en signe d'adieu à Ratzenberger. Alors que le classement défile sous les yeux, nous sommes dans le 10e tour. Un classement qui ne correspond pas aux images que l'on a sous les yeux, pour la bonne raison que Schumacher était peut-être précédé derrière au moment de l'arrêt de la course de plus de 2 secondes et que là l'écart virtuel est favorable à Schumacher qui est tout près de Berger et qui le précède officiellement de 1 seconde et demie constamment depuis que la course est repartie, c'est-à-dire depuis 6 tours. Et là Berger qui se met bien à gauche. Et que nous avons un peu plus loin dans le classement, en 4e position, la Ferrari de Nicolas Larini. Berger qui freine à gauche à la Tosa, il se met un peu trop à gauche. Oui. Alors, de toute façon, c'est un peu de bonne guerre. C'est bien en plus que Ferrari soit en tête ici sur ce Grand Prix. Schumacher, pour l'instant, il n'y a pas vraiment en péril dans la demeure. Il est soit en tête du Grand Prix ou pratiquement sur le point de l'être. Apparemment il est assez à l'aise, simplement il veut trouver la bonne opportunité sans risquer un accrochage pour doubler la Ferrari. Il peut le faire aussi pendant les stands, pendant le ravitaillement, on ne sait jamais. Il est dans une position très très confortable. Alors avant que Schumacher n'attaque Gerhard Berger, on va à Paris et on se retrouve après ça. Dans le 14e tour de ce Grand Prix de Saint-Marin qui portera 53 et vous savez pourquoi, à la suite du dramatique accident d'Ayrton Senna dont nous avons eu encore de bonnes nouvelles. Alors pendant qu'il y avait cet écran de publicité, eh bien vous voyez Berger tout seul. Vous allez regarder pourquoi Berger est tout seul en ce moment. Voilà, retour 2 tours auparavant avec Schumacher qui suivait Gerhard Berger. Échange, menace. Ça ne passe pas. Et puis,
Ici, c'est la remontée vers Piratella. Alors que nous n'avons pas cadré assez longtemps. Et puis, tout d'un coup, vous allez le voir, d'après ici nos estimations, Berger a manqué une vitesse. Schumacher est passé en tête. Et puis, au bout de cet arrêt, eh bien, Schumacher est entré dans les stands et il y a passé exactement 10 secondes et 1 dixième. Le voilà, son arrêt Schumacher, un peu trop précoce. Alain, vous avez une théorie là-dessus? Oui, je pense que de toute façon, ils ont prévu apparemment de s'arrêter 2 fois. Et comme Schumacher, voilà déjà Berger. Voilà, Berger. Comme Schumacher était deuxième derrière Berger, il y avait quand même un petit peu de problème pour le dépasser. Peut-être que son stand lui a demandé de venir un peu plus tôt pour éviter de rester derrière Berger et de prendre le moindre risque. Ils ont dû avancer de quelques tours le changement. Alors, le résultat des courses, si je puis dire, eh bien c'est que Berger était passé en tête du Grand Prix de Saint-Marin avec 12 secondes et 4 dixièmes sur Schumacher, après l'arrêt de Schumacher. Et puis là, Berger est reparti. Et c'est Hakkinen qui mène le Grand Prix de Saint-Marin, Jean-Louis Hakkinen, oui. Après les 2 arrêts de Schumacher et de Berger pour changer de pneus. Très tôt dans la course, eh bien Hakkinen se retrouve au commandement du Grand Prix au volant de la McLaren Peugeot. Il précède la Ferrari de Larini et la Sauber de Wendlinger. Les 3 voitures sont groupées. Ce sera le classement du 16e tour, puisque vous n'oubliez pas que ici, nous jouons sur le classement par addition du temps des 2 manches. Symbolique quand même. Oui. Hakkinen avec la McLaren Peugeot en tête du Grand Prix pour la première fois. C'est symbolique. Pierre. Hakkinen qui va s'arrêter à son tour pour le ravitaillement et le changement de pneumatique. Chez Benetton, effectivement, confirmation de cet arrêt anticipé avant la manœuvre de dépassement. Avant la manœuvre de dépassement de Berger. Il y a eu un petit problème à l'arrière gauche pour Schumacher. C'est pour ça que son arrêt a duré un peu plus longtemps. Alors Hakkinen est donc en tête à l'issue du 16e tour. Nous sommes ici dans le 17e tour de course devant Nicolas Larini à 1 seconde et 3 dixièmes. Non, c'est toujours Schumacher à 1 seconde et 3 dixièmes. Et oui, on est trompé par ce système. La confusion est totale parce que les images montrent que Hakkinen est talonné par Larini et par Wendlinger. Et du fait du temps enregistré lors des 5 premiers tours de course, eh bien c'est Schumacher qui occupe virtuellement la 2e position derrière Hakkinen et il en est très près, il est à 1 seconde 3. Oui, alors qu'on arrive là à une certaine incongruité parce qu'en plus ces 5 tours de course, eh bien ils se sont déroulés sous les ordres de la voiture de sécurité. Très difficile donc d'établir un classement et donc nous allons jouer au jeu top position. N'oubliez pas que pour jouer c'est 36-15 code TF1 top position. À bord de la Benetton Ford de Michael Schumacher, on ne peut pas le confondre, Michael, pour la simple et bonne raison, c'est que Gigi Leto, lui, a calé sur la grille de départ et que sa voiture a été percutée au feu vert par la Lotus Honda Mugen de... On a vu Berger apparemment dans l'herbe. Berger dans l'herbe, il a dû court-circuiter la chicane apparemment juste derrière Schumacher. Ça lui est arrivé souvent, Berger. L'arrêt au stand de la Ferrari de Larini pour un ravitaillement. Oh, c'est plus grave qu'un ravitaillement. Ah oui, tout à fait. C'est Berger. Oui. C'est Berger. Oui, c'est Berger, c'est pas Larini, tout à fait. J'étais surpris par les images. Et c'est un abandon. Ouais. On l'a vu passer dans l'herbe, mais on n'a pas très bien compris pourquoi. Peut-être un problème de moteur au boîte de vitesse qui l'aurait fait caler ou en tout cas perdre le moteur. Et
effectivement des traces d'herbe, de gazon, des traces de cette petite cassure sur la voiture. Vous savez qu'il est spécialiste de cela, Berger, surtout que maintenant on a un peu gommé ces vibreurs très agressifs, comme je le disais dans Automoto, et qu'on peut couper vraiment tout droit dans le gazon sans trop endommager, sauf laisser quelques traces herbeuses. Alors, nous sommes dans le 18e tour de course et c'est Häkkinen qui mène la danse devant Michael Schumacher. Schumacher ici que l'on voit talonner Katayama et qui risque de se voir poser des problèmes pour dépasser la Tyrrell et se rapprocher en temps de Häkkinen et de lui ravir la première place à distance. Chez Ferrari, eh bien, on inspecte la voiture de Gerhard Berger du côté du train arrière. Abandon de Beretta, Pierre. Oui, Pierre, alors que Beretta est allé se placer sur le sable. Et que l'on suit ici la Ferrari de Larini et puis toujours Katayama, le petit samouraï. Et sa Tyrrell à moteur Yamaha, ma foi, de plus en plus compétitive. Rappelons que cette Tyrrell est conçue sur les plans, sur la table à dessin par un ingénieur français qui est Jean-Claude de Migeot. Les drapeaux damiers, voilà, ici dans Aqua Mineralis, si je ne me trompe pas, la voiture de la Larousse à moteur Ford de Beretta qui était arrêtée. Il a du mal, hein, Schumacher. Ouais, beaucoup de mal. La Tyrrell apparemment est très rapide en vitesse de pointe. Vous voyez l'accélération. Mais Schumacher apparemment prend pas trop de risques. Alors que Damon Hill, voilà, s'est arrêté à son stand pour environ 7 secondes. Damon Hill qui est en 18e position actuellement. Ouais, ça c'est... Et même qui va glisser à la dernière, puisque là, avec son arrêt, il a dû se faire repasser par Gachot et Brabham. Attention, il l'a essayé. Schumacher. Dans la dernière chicane avant la ligne de chronométrage. Voici Häkkinen qui s'arrête, donc il est plus en tête. Häkkinen au stand. On a regardé dans les pontons, top. 8 secondes environ pour Mika Häkkinen. C'est la grande folie des ravitaillements. Ça nous donne au classement du temps des deux manches, et bien pour l'instant Schumacher qui vient de passer Katayama. Katayama s'est écarté. Katayama s'est très gentiment, très proprement, très sportivement écarté. On s'oriente vers 2 ou 3 arrêts dans la part des voitures de pointe. Peut-être 3, probablement 3 pour la plupart, avec chaque fois changement de pneumatique évidemment. Ça dépend un peu combien de pneus. 9 ont été préservés après les essais. Vous savez que 7 trains de pneus seulement sont attribués à chaque voiture par week-end. Et chez McLaren Peugeot, on ne fera peut-être que 2 arrêts, ceci expliquant le léger décalage entre le ravitaillement d'Hakkinen et celui des hommes de tête, Schumacher notamment. Alors que nous voyons sur notre deuxième caméra chef une Ligier, celle d'Éric Bernard, je crois, au stand, avec des problèmes de fixation de la roue. Il a resté très longtemps à son stand et il l'a calé. Alors que chez Ferrari, c'est le grand casino dans le garage. Ici, on vient enfin d'enlever le capot moteur chez Berger et on vérifie tout, mais visiblement, ça a l'air sérieux. Alors que nous sommes dans le 20e tour, est en tête avec 3 secondes et 3 dixièmes d'avance devant Nicolas Larini. Qui sur la piste le précède toujours. Absolument, Johnny. Et que Ukyo Katayama est en 3e position. Le 4e, c'est Fittipaldi. 5, Häkkinen après son arrêt, changement de pneus et ravitaillement. 6, Frentzen. 7, Van Linger. 8, Morbidelli. 9, Martini. 10, Bloomberg. 11, Panis sur la Ligier Renault. 12, Brundle. 13, Herbert. 14, de Cesaris. 15e, Damon Hill. 16e, Brabham. 17e, Éric Bernard. On a vu ses difficultés lors de son changement de pneus. 18e, Gachot. Et c'est fini pour l'instant dans le classement de ce Grand Prix de Saint-Marin. Je vous le répète, alors qu'on est bientôt près de la mi-course. Toujours à bord de cette Benetton Ford qui, je vous le rappelle, a gagné les 2 premiers Grands Prix de la saison, celui d'Interlagos au Brésil et puis celui du Pacifique à Aida au Japon.
Et il est certain maintenant, Alain, que la stratégie de course chez Benetton, alors que l'on voit le poste de commandement de l'écurie avec Flavio Briatore, eh bien, il est certain que la stratégie, c'est de quand même, non pas d'assurer, mais de rouler plutôt tendrement, doucement. Oui, il doit baser maintenant sa course sur Larini, qui est le plus proche concurrent. Larini s'arrêtera certainement une fois de moins, mais il ne s'est pas encore arrêté, donc de toute façon Schumacher devra prendre un avantage un peu plus conséquent et puis tabler sur son deuxième arrêt au moment le plus opportun par rapport à la Ferrari. Jean-Louis, je vous confirme l'abandon de la Ferrari de Gerhard Berger. Berger est sorti de sa voiture. Oui, nous le voyons à l'image, Pierre. Nous l'avons vu. Il vient de dire qu'il doit avoir un amortisseur. Absolument. Apparemment, quand on l'a vu sortir dans l'herbe, si je peux imaginer ce qu'il peut dire, c'est qu'il pense avoir un problème ou avoir eu un problème de suspension à l'arrière. Et je peux vous garantir que c'est pas aujourd'hui qu'il va prendre le moindre risque et continuer sans être sûr que tout est OK. Et bien, personne ne lui jettera la pierre. Oui, Pierre. Oui, il s'est fait une grosse chaleur. Oui. Par contre, j'ai une information importante à vous donner, Jean-Louis. C'est que immédiatement après l'arrêt de la Ferrari de Berger, et en tout cas l'abandon de la Ferrari numéro 28, le délégué technique de la FIA, Charlie Whiting, s'est précipité sur Jean Todt avec un message, un papier en tête de la FIA pour dire: nous allons investiguer le système électronique de votre voiture et nous allons immédiatement venir effectuer des mesures et prendre des documents. Il faut fournir notamment tous les détails du software, du système électronique. Donc en plein milieu de la course, eh bien, le délégué technique de la FIA était là pour quasiment mettre des scellés sur la Ferrari de Berger. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, Pierre, c'est qu'un moteur de la Scuderia a déjà été scellé, et de ce fait, si les choses se passent telles que vous les prévoyez, eh bien, on ne pourra pas taxer la FIA de favoritisme envers Ferrari, ce que les écuries anglaises, Frank Williams en tête, je crois, et Ron Dennis aussi, n'avaient pas manqué de souligner après ce célèbre épisode de la séance d'essai du samedi matin, une séance d'essai libre à Aida, au Japon. En tout cas, on ne touche pas à la Ferrari de Berger. La carrosserie a été remise et les délégués techniques de la FIA veillent au grain. Et puis, autre précision technique qui parle de l'amortisseur de la Ferrari, et bien justement ici, pour ce Grand Prix de Saint-Marin, les Ferrari 412 T1 utilisaient de nouveaux amortisseurs. Je crois que c'était des Penske. Et a priori, eh bien, ils n'ont pas donné satisfaction. Alors que vous voyez sur vos écrans le classement du Grand Prix en train de défiler sous vos yeux. Et classement, je vous le rappelle, alors que Michael Schumacher vient de prendre effectivement possession de la tête de la course avec Larini qui ne s'en laisse pas compter d'ailleurs. Schumacher était en tête au classement par addition des deux temps, des deux manches, et là, eh bien, il est vraiment en tête, alors que nous avons vu la Sauber Mercedes de Hans Harald Frentzen au stop pour un changement de pneus et je crois de l'essence. Ravitaillement d'essence. Voilà le vrai classement, 6 secondes et 4 dixièmes entre Michael Schumacher et Nicolas Larini, cela à l'issue du 23e tour de course d'un Grand Prix qui en comporte 53. Et si vous prenez l'antenne maintenant, vous savez que Ayrton Senna a été victime d'un terrible accident. Il a été transporté par hélicoptère d'urgence à l'hôpital, mais que Pierre Van Vliet, il y a une dizaine de minutes environ, nous a donné des nouvelles pour le moins rassurantes. Ici, Häkkinen en 3e position. Si l'on peut s'intéresser à la compétition qui se déroule actuellement, Jean-Louis, après toutes les tragédies qu'on a vécues, eh bien, il faut souligner la présence, outre celle de Häkkinen avec la McLaren Peugeot en 3e position, la présence d'une Sauber Mercedes et d'une Tyrrell Yamaha dans les points, ce qui est assez extraordinaire de la part de ces écuries. Oui, je le répète, une voiture qui a été conçue par Jean-Claude Migeot, un ingénieur français qui a longtemps travaillé chez Tyrrell, puis chez Ferrari, et de nouveau chez Tyrrell. Alors que la caméra HF qui accompagne Pierre Van Vliet est en train de nous montrer la Ferrari qui vient d'être bâchée. Ça veut dire que, voilà, à l'écran, ça veut dire que la FIA est toujours en train de surveiller
cette voiture. Tout à fait, Jean-Louis, avec les commissaires qui surveillent et donc les mécaniciens de Ferrari qui ne peuvent pas intervenir. Alors pour l'instant, 1 Schumacher, 2 Larini, 3 Häkkinen, 4 Wendlinger, 5 Katayama, 6 Morbidelli. C'est un classement. Voilà, ça c'est la bonne position à Tosa. Il vaut mieux choisir l'extérieur dans le premier virage pour être à l'intérieur à la corde pour dépasser dans le deuxième, n'est-ce pas Alain? Oui, c'est un endroit où on pense toujours qu'on peut dépasser facilement. On a vu souvent dans le passé des accrochages ici. Le Pacifique, celle de Gachot. C'est aqua minéral dans la chicane. Oui, on pense toujours ça qu'on va passer facilement à Tosa. Malheureusement, ce n'est pas. Malheureusement, c'est relativement facile pour celui qui est devant de bouchonner un petit peu à cet endroit-là et de ressortir quand même dans de bonnes conditions. Ici, Gachot qui abandonne. Il était en 18e position. Et on laisse 17 voitures en place. Je dois quand même vous rappeler, Alain, que c'est sous la pluie à Tosa que vous avez repris la tête du Grand Prix de Saint-Marin l'an passé. Oui, à l'extérieur, à la sortie en réalité. J'étais très bien placé à l'entrée, mais relativement difficile de doubler au freinage à l'entrée. Par contre, avec une très bonne motricité, en faisant l'extérieur. Sous la pluie, c'est un peu différent. En conditions sèches, la trajectoire est beaucoup plus large et on peut prendre des trajectoires un peu différentes. Alors que la McLaren Peugeot ici est en 3e position. C'est celle de Mika Häkkinen. Il a réussi à passer. Oh, c'est chaud. Non mais ce pauvre Martini. Häkkinen ne lui a pas fait un cadeau là parce qu'il redoutait que Martini, qu'il venait de passer à l'aspiration, le repique au freinage. Il lui a fermé la porte. Martini ne pouvait plus freiner, il était lancé. Il a essayé d'éviter le contact, mais il n'a pas pu le faire. Heureusement, il n'a pas calé dans le demi-tête à queue qui a suivi. Il a pu reprendre la course et c'est heureux pour lui parce que il est en position de faire un résultat. En tous les cas, oui, c'était Brundle. Mais en tous les cas, c'était pas avec Häkkinen. Je regarde, oui. C'est Brundle. Absolument. Mais on a vu cette image-là. On la revoit ici au ralenti. Ils étaient en bagarre tous les deux pour la 10e position. Et c'est le moment de faire un point sur le classement. 1 Schumacher, 2 Larini à 11 secondes, 3 Häkkinen à 32 secondes. Nicolas Larini, le voici avec la seule Ferrari rescapé. Le 4e est Karl Wendlinger, le 5e Yuki Katayama, le 6e Gianni Morbidelli, 7 Fittipaldi, 8 Frentzen, 9 Blundell, 10 Brundle, 11 Martini, 12 Hill, 13 Herbert, 14 Panis, 15 De Cesaris, 16 Brabham, 17 Eric Bernard. Alain, vous avez certainement été voir les Williams-Renault. Vous avez vu la nouvelle suspension avant, vous l'avez regardé un petit peu cette voiture, parce que je démonile en 12e place. Oui, j'ai regardé, j'étais justement en train de voir la progression de Damon, parce que c'est intéressant de voir s'il remonte lui-même sur les premiers, c'est-à-dire s'il était capable aujourd'hui de gagner cette course sans son incident du premier virage. Apparemment, il est pas remonté. Il n'est pas remonté beaucoup sur Schumacher. Je regarde pratiquement pas, non. Et j'ai vu un peu j'ai discuté un peu de savoir les modifications qu'ils ont fait. Bon, il y a suspension, mais c'est surtout dû à un changement une modification au niveau de l'aileron avant. Et de ce changement aérodynamique découle un réglage de suspension un peu différent. Ils roulent maintenant avec des suspensions avant un peu plus souples pour éviter de sauter un peu trop sur les bosses. Apparemment, ils sont assez satisfaits de la modification, mais pas encore assez, bien entendu, de la performance de la voiture, qui même aujourd'hui, je pense, aurait eu un petit peu de mal encore face à la concurrence, c'est-à-dire Schumacher. Donc ils doivent, ils le savent d'ailleurs, travailler encore un peu plus. C'est vraiment au niveau du châssis que le bas blesse. Pierre Van Vliet dans les stands. Oui, Jean-Louis, avec des nouvelles un petit peu contradictoires, malheureusement à propos de l'état d'Ayrton Senna. Son état est stable, mais il est relativement grave. Il est plus grave que ce qu'on vous avait annoncé tout à l'heure, semble-t-il, avec certainement une fracture de l'épaule, du bras. Il a perdu beaucoup de sang, il était inconscient, mais les médecins sont parvenus à stabiliser son état général. Hors de danger, mais quand même grave. Ça mérite des précisions et on
espère que Gilles Pernet va nous en apporter le plus vite possible. Alors que nous avons ici Michael qui va le coincer. Attention, oh là, c'est une manœuvre d'intimidation à plus de 300 km/h. Il est passé en même temps. De Cesaris, il a profité de la situation, mais quand même, c'est à plus de 310, près de 320 km/h. Schumacher, donc, il s'est frayé son chemin vis-à-vis de Cesaris en 15e position et Olivier Panis qui était en 14e position, mais maintenant c'est l'inverse. Schumacher ici dans Aqua Minerali avec 13 secondes et 4 dixièmes d'avance sur Larini, et le troisième est Mika Häkkinen. On va à Paris, on se retrouve dans quelques instants. À Imola pour le Grand Prix de Saint-Marin, dont cette deuxième manche sera longue de 53 tours, avec par conséquent un Grand Prix de 58 tours au total sur les 61 prévus. Cela à cause de l'interruption de la course pour le très grave accident dont a été victime Ayrton Senna dans le 6e tour. Alors, deux informations, l'une sportive, c'est Schumacher qui était en tête et qui s'est arrêté pour un changement de pneus et un ravitaillement, le voilà, Michael Schumacher. Cet arrêt a coûté à la Benetton Ford de tête 7 secondes et 75 millièmes, mais Schumacher est toujours devant Nicolas Larini. L'autre nouvelle qui est moins bonne, alors qu'ici nous avons Frentzen et Herbert coude à coude à la Tosa, voilà. Frentzen qui passe sans coup férir. Eh bien, ce sont à Paris, au service des sports de TF1, Laurent Corric et Dominique Guimont qui ont reçu des dépêches de l'agence France Presse nous disant que Senna à l'hôpital avait été trouvé avec, je cite, de graves blessures à la tête. Je répète, de graves blessures à la tête, ce qui confirme un petit peu ce que nous disait Pierre Van Vliet tout à l'heure dans les stands, puisqu'on savait que les nouvelles que nous avons ici pour l'instant ne peuvent être que contradictoires, car elles émanent de différentes personnes non autorisées, mais il faut bien essayer quand même d'apprendre cela le plus tôt possible. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous avons, nous, dépêché Gilles Pernet vers Bologne pour avoir le plus de renseignements possible. Bologne, c'est à quand même, je dirais, 25 km d'Imola environ. Donc, nous espérons avoir des nouvelles de Senna, des nouvelles précises avant la fin de ce Grand Prix. Le classement, c'est toujours donc Schumacher devant Nicolas Larini et sa Ferrari 412T, ici à l'image. Le troisième est Mika Häkkinen sur la McLaren Peugeot. Nous en parlons peu de Mika Häkkinen. Comme nous parlons peu de Martin Brundle avec sa McLaren Peugeot lui aussi, pour la simple et bonne raison que il y a 15 jours au Grand Prix du Pacifique, nous l'avons vu Brundle sur le podium, et dans le même tour, eh bien, il abandonnait. Donc on les suit également peu à l'image, ces McLaren Peugeot, puisqu'elles sont pour l'instant sur la route de la 3e place avec un moteur qui fait ses premiers pas sur ce circuit difficile. Imola, c'est un circuit très particulier dans ce domaine. Les circuits vraiment de moteur, c'est Monza et Hockenheim, avec une charge maximale d'ouverture de la pédale d'accélérateur d'environ 70%. Ici à Imola, on est à 60-67%. Alain, vous nous avez dit dans Automoto la semaine dernière qu'on ne pouvait pas vraiment dire ici que c'était un circuit de moteur. Oui, parce qu'il y a quand même une très très grande ligne droite, comme vous le voyez, mais il y a aussi pas mal de freinage, notamment en descente. Il y a une accélération en montée. Il y a pas mal de compromis. On voit la Benetton et d'autres voitures qui roulent avec des ailerons très très peu chargés. Donc si vous avez une voiture bien équilibrée sur le plan aérodynamique, même avec une petite différence de moteur, je crois que tout est encore jouable. Alors que sur certains grands prix comme Hockenheim ou Monza, c'est malgré tout une autre paire de manches. C'est vrai que la McLaren aujourd'hui fait un résultat d'ensemble pour l'instant en tout cas très très satisfaisant. C'est un circuit très dur, on a parlé beaucoup de la puissance, mais au niveau de la fiabilité c'est un circuit très très difficile. Imola, pour l'instant ils sont 3e et 8e, et Brundle, depuis qu'il a dépassé Martini, remonte un petit peu sur la tête, et on pourrait voir les deux McLaren Peugeot dans les points aujourd'hui, ce qui serait absolument fantastique après seulement 3 Grands Prix. Alors que Schumacher s'était tout à l'heure débarrassé de Andrea De Cesaris à Tosa, et puis il s'est arrêté pour changer de pneu, et par conséquent il est obligé de redépasser une nouvelle fois le même Andrea.
Il se tient lui en 12e position avec Pierluigi Martini en 13e position, Panis 14e, Blundell 15e, Bernard 16e et on en reste là pour l'instant du classement. Alors à ce moment de la course, Jean-Louis Schumacher et Larini qui occupent les 2 premières places se sont arrêtés à 2 reprises pour faire le plein et changer de pneu, tandis que Häkkinen, qui est en 3e position, n'a effectué qu'un seul arrêt à son stand. Oui, qui est à l'appareil? Oui. Schumacher qui achève son 34e tour en tête. Apparemment il essaie de gérer au mieux le leadership. Pas de risque pour dépasser les retardataires. Pas de risque apparemment pour les changements de pneumatique. On voit que les mécaniciens ne se pressent pas trop. Pour l'instant, situation en main. Et Larini ici en 2e position au volant de la Ferrari qui revient normalement à Jean Alesi. Jean Alesi qui est convalescent mais qui va reprendre le volant dès demain lundi à Fiorano pour se préparer pour être prêt pour le Grand Prix de Monaco du 15 mai. Alors hélas, j'ai eu de mauvaises nouvelles d'Ayrton Senna. C'est Jean-Louis Bernardelli qui est sur la route de l'hôpital Maggiore à Bologne et qui a entendu à la radio de bord de sa voiture que la médecin-chef de l'hôpital venait de faire un point sur l'état de santé de Senna. Il a été trachéotomisé à sa sortie de l'hélicoptère, ça veut dire qu'il avait des problèmes respiratoires naturellement et que son état est jugé très très grave. Il nous appelle un peu plus tard pour nous donner un point encore plus précis. Il est en vue pour l'instant de l'hôpital Maggiore de Bologne. J'ai d'autres nouvelles, oui, Pierre. Jean-Louis Moncey, ici depuis le paddock chez Williams Renault. Il semblerait effectivement que Ayrton Senna souffre de traumatismes crâniens multiples, même d'une fracture du crâne, fracture de l'épaule. Allez-y, continuez Pierre. Oui, et que il serait tombé dans un coma léger alors qu'il était conscient tout à l'heure au moment de sa trachéotomie quand il a été transporté en hélicoptère vers l'hôpital. Bien. Oui, nous avons aussi également, on reçoit les dépêches AFP qui confirment tout cela. Alors bien entendu, vous nous imaginez ici à TF1 où nous avons quand même effectué pas mal de choses avec Ayrton Senna, pas mal d'opérations, alors qu'il était en pleine forme au volant de sa Williams Renault, et cela nous laisse naturellement abasourdis, il n'y a pas d'autre mot. Et vous voyez là Michael Schumacher en train de mener sa course loin de tout ça, devant Larini en 2e position et Häkkinen en 3e position. Des positions stables par conséquent, mais nous ne pouvons pas nous empêcher d'avoir l'état donc critique d'Ayrton Senna en arrière-pensée au moment où nous vous parlons. Et comme l'a souvent répété Johnny Reeve au cours des 35 premiers tours de ce Grand Prix, est-ce qu'il est vraiment utile d'y songer même? Et vous avez également entendu Alain nous dire que lui, il n'aurait pas pris le départ de la course. Alain, c'est assez dur. Ouais, c'est dur parce qu'en plus bon, on a des renseignements un peu contradictoires et c'est vrai que dans ce cas-là on entend tellement de choses certaines fois que moi j'ai qu'une envie, c'est de dire attendez qu'on ait vraiment un diagnostic absolument sûr et certain. Pardon, j'ai pas entendu. Dominique Guimond. Bon, alors, ce que nous allons faire, pardon Alain de vous couper parce que c'est un moment un peu spécial, nous avons Laurent Coric dans notre studio à Paris qui va nous lire la dépêche AFP. Laurent, c'est à vous. Oui, Jean-Louis, la toute dernière dépêche tombée à propos de l'état de santé d'Ayrton Senna. La dépêche est datée, est tombée à 15h35. L'état de santé du coureur automobile brésilien Ayrton Senna reste extrêmement grave, a annoncé dimanche à Bologne un responsable du service de réanimation de l'hôpital Maggiore où a été transporté le pilote de Formule 1. Il souffre d'un grave traumatisme crânien et il a eu de fortes hémorragies.
a-t-il dit à la presse, ajoutant avoir constaté également des difficultés respiratoires. La circulation du sang, qui avait un instant cessé, a repris. Voilà donc ce que l'on peut dire pour l'instant sur l'état de santé d'Ayrton Senna. Eh bien écoutez, Laurent Coric, merci de ces précisions par voie de dépêche AFP. Naturellement, vous intervenez dès que vous avez quelque chose de nouveau en nous appelant ici dans notre cabine de commentaires de ce Grand Prix de Saint-Marin qui, vous le savez, continue avec Schumacher toujours en tête, suivi de Larini, Hakkinen, Katayama, Fittipaldi, Morbidelli, Wendlinger, Brundle, Hill. Alors que c'est Mika Hakkinen en 3e position ici qui s'arrête. Son 2e arrêt, 7 secondes, 7 dixièmes. Et il passe de fait en 4e position derrière Katayama. Le 6e est Morbidelli. Le 7e Wendlinger, le 8e Brundle, le 9e Damon Hill. Le 10e Hans-Harald Frentzen, le 11e Andrea De Cesaris, le 12e Herbert, le 13e Martini, le 14e Blundell, le 15e Panis, le 16e Eric Bernard. Il reste donc 16 voitures en course pour l'instant, avec une petite position supplémentaire. Le meilleur tour en course est celui de Damon Hill en 1:24.335. C'est assez peu rapide. Mais bon, on n'ira pas plus loin là, sur cette voie. Le circuit d'Imola donc, où en même temps que nous regardons la course, nous attendons toujours des nouvelles d'Ayrton Senna, qui en ce moment sur son lit d'hôpital connaît les plus graves difficultés. Et sans vouloir anticiper de cette façon-là, Johnny, on se souvient de Niki Lauda, qui avait lui aussi, après un très grave accident, récupéré un ensemble de facultés quand même qui lui avait permis de revenir en course. Il faut avoir cet espoir, il faut. En 1976, Lauda avait été victime d'un accident terrible au Nürburgring. Et il était dans un tel état qu'un prêtre lui avait donné les derniers sacrements à l'hôpital. Et 2-3 jours plus tard, on avait de très très bonnes nouvelles de Lauda, qui a recouvré pratiquement toutes ses facultés en un éclair. Et 5 semaines plus tard, après l'accident, il effectuait sa rentrée en compétition. Johnny, Jean-Louis, oui. On a un petit peu remonté ici le fil des événements avec... Au moment où Senna a été transporté vers l'hôpital, il était effectivement en relativement bonne santé. C'est pour ça qu'on a eu ce premier bulletin optimiste, parce que après la trachéotomie, eh bien, les problèmes respiratoires semblaient arrangés. Et on parle maintenant malheureusement d'un coma profond et de problèmes respiratoires à l'arrivée à l'hôpital après le transport, sans doute en raison du transport, des conditions précaires évidemment. Et ici, bon, ben c'est la consternation. Tous les proches d'Ayrton Senna viennent de rejoindre Bernie Ecclestone. On a vu Leonardo da Silva, son frère. On a vu Joseph Leberer, son médecin personnel. On a vu également Béatrice, son attachée de presse, qui ont pris l'hélicoptère direction l'hôpital de Bologne en compagnie de Bernie Ecclestone. Alors que je vais repasser la parole à Laurent Coric à Paris. Jean-Louis, qui nous lise une autre dépêche. Oui, Laurent, c'est à vous. Effectivement, Jean-Louis, une dépêche qui est tombée 3 minutes après celle que je vous ai lue tout à l'heure, qui nous donne donc des nouvelles d'Ayrton Senna. Il souffre de graves blessures à la tête, il est dans un coma profond. À un certain moment, son cœur a cessé de battre, mais la circulation sanguine a été rétablie, a déclaré un porte-parole de l'hôpital. Voilà, si vous imaginez évidemment que ici, les dépêches n'arrêtent pas de tomber. On vous tient évidemment au courant dès qu'on a du nouveau. Écoutez, nous vivons des heures extrêmement difficiles ici avec Pierre Van Dit sur la piste, Johnny Rive à mes côtés et Alain Prost également, toute l'équipe de TF1, et je pense à tous les commentateurs de télévision et puis à tous ces garçons sur la piste qui sont au nombre de 15 maintenant. C'est Eric Bernard qui ferme la marche avec précédé de Olivier Panis sur sa Ligier. Ces garçons qui ne se doutent de rien
Et je suis partagé entre deux sentiments. Le sentiment que j'évoquais tout à l'heure avec Johnny Reeves, c'est-à-dire ce qu'on a pu appeler en son temps la résurrection de Niki Lauda. Je suis également, je pense à l'accident de Ronnie Peterson qui s'était soldé par un décès, je crois le lendemain ou dans la nuit qui suivit. Donc franchement, sincèrement, je ne sais plus comment faire pour éviter ce terrible passage qui pourrait nous annoncer une catastrophe en direct. Sur le plan des catastrophes, nous avons déjà été servis tout au long de ce week-end. Et je vous rappelle que hier, au cours des qualifications, l'Autrichien Roland Ratzenberger, lui, s'est tué ici à Imola. Et je vois comme une cruelle ironie de ce sport, alors que la voiture ici s'arrête, entre ce presque anonyme qu'était Ratzenberger, que personne ne connaissait vraiment bien. Il livrait son deuxième Grand Prix. Il avait signé chez Simtech pour 5 Grands Prix. Il devait être éventuellement remplacé par le Français Jean-Marc Gounon à la 6e course. Roland Ratzenberger, qui le connaissait dans le monde de la Formule 1 avant qu'il arrive là. Et puis, à l'autre bout de l'échelle, le grand Ayrton Senna, touché au plus profond de sa chair et qui est en train, on le suit pas à pas, on est avec lui pour survivre. Ne même plus songer à la course automobile, survivre tout simplement. Et moi, Jean-Louis, je me pose la question de savoir qui, dans l'entourage des organisateurs, pourrait avoir la force de conviction de convaincre les responsables de la course, de dire que le jeu a suffisamment duré. Le sport doit être une fête, une joie. Et dans les circonstances présentes, c'est impossible. Donc, hommage a été rendu au public. Ça y est, il est venu, il s'est déplacé pour voir les Ferrari en action, pour voir de belles Formule 1. C'est fait, il en a eu pour son content. Maintenant, il serait peut-être temps d'arrêter cette mascarade. C'est la question qu'on se pose, mais c'est la preuve irréfutable de ce que malheureusement je vous disais un petit peu avant le début du direct, c'est que il n'y a qu'une chose qui est importante aujourd'hui, c'est pas le sport, c'est malgré tout le spectacle. Et c'est vrai que la vie continue, mais toutes ces images paraissent bien entendu bien dérisoires par rapport à ce qui se passe. Même pour moi personnellement, j'ai jamais été très ami d'Ayrton, mais aujourd'hui il m'avait fait le message certainement le plus sympathique qu'il ne m'a jamais fait en 10 ans pratiquement de compétition. J'ai été lui serrer la main avant le départ et ça me paraît absolument inconcevable qu'on puisse même continuer à commenter une course comme ça. Alors que vous, Pierre Van Vliet, vous continuez d'essayer d'obtenir des nouvelles par votre propre canal? Oui, absolument, Jean-Louis, mais jusqu'à présent, vous avez entendu, elles ne sont pas très bonnes. Elles recoupent malheureusement les nouvelles en provenance de l'hôpital de Bologne. Le fait que les proches et la famille d'Ayrton Senna aient été convoqués par Bernie Ecclestone pour rejoindre Ayrton à l'hôpital Maggiore de Bologne est plutôt mal vécu ici. Et effectivement, on se demande un peu à quoi rime cette course qui continue inlassablement. Ici dans le garage Ferrari, il y a cette voiture qui est toujours sous bâche, surveillée par des carabinieri, mais ça relève de l'anecdote. Bien sûr, Pierre, nous le comprenons. Alors qu'il reste encore au moins 15 tours avant de rejoindre ce drapeau damier qui nous libérerait pour pouvoir être plus près encore de ce champion qui, je vous le répète, est en train d'essayer de survivre sur son lit d'hôpital, à l'hôpital Maggiore à Bologne, qui est un hôpital réputé dans toute l'Italie. Donc on peut estimer que Senna est dans les meilleures mains. Oui. C'est vrai que c'est quand même un des endroits ici où on peut dire que bon, s'il arrive un pépin grave, c'est mieux qu'ailleurs, mais malheureusement, est-ce que ça suffira? Bien sûr, nous l'avons dit dans Automoto, c'est l'un des points très positifs. Et le plus rapidement possible. La question va sans doute se poser, Alain, de savoir si on reviendra sur ce circuit. Écoutez, j'étais en train de me poser la question et
Je me disais que je me rappelle, j'ai discuté avec Julian Jacobi, qui est le manager de Senna. Qui a été le vôtre. Qui était le mien pendant 10 ans. Et il me disait que Ayrton avait été voir hier soir, après l'accident de Rosenberger, avait été voir sur la piste comment ça s'était passé, voir les marques, les traces. C'est vrai. D'ailleurs, entre parenthèses, les officiels voulaient lui interdire d'aller voir ce qui s'était passé, et non pas pour pas le choquer, mais simplement parce que ce sont des règlements complètement stupides. Et il était revenu en disant oui, quand il se passe un problème mécanique à cet endroit-là, il y a très peu de chances de survivre. Et j'ai pourtant l'impression que le circuit ne peut pas être mis en cause à 100% parce que ce sont des incidents mécaniques sur la voiture et que ça peut se passer pratiquement n'importe où. C'est vrai que les vitesses très très élevées avec des murs très très proches, mais là on peut épiloguer pendant très longtemps. Dans certains cas, le mur en ligne droite est peut-être meilleur que des glissières de sécurité ou même des pneus qui puissent faire partir la voiture en tonneau. C'est une succession d'une invraisemblable malchance et une série noire ce week-end qui fait que ça se passe à Imola. Peut-être ça se serait passé ailleurs, mais je dirais qu'à la limite, ne serait-ce que pour le souvenir, on devrait peut-être plus venir ici. Circuit qui porte le nom de... Attention. Oh là là. Circuit qui porte le nom de Dino et Enzo Ferrari. Dino Ferrari qui était le fils de l'ingénieur Ferrari. Et puis, à la mort de Enzo Ferrari, eh bien, on a donné ce nom à ce circuit. Ouh, c'est vrai, on le sait, il y a eu un très grave accident par le passé. Et puis tout d'un coup, j'ai employé les termes de malédiction. Cette malédiction qui s'est abattue, là, soudainement, on ne comprend plus pourquoi, tout le monde est désemparé. Qu'est-ce qui se passe? Les voitures, le circuit, la sécurité, l'aérodynamique, faut-il revenir à d'autres règles? Faut-il avancer encore dans la sécurité? Oui, certainement toujours. Mais j'ai discuté avec Jean Todt de Ratzenberger, et pour Jean Todt, qui est un proche du professeur Saillant à Paris, qui a soigné nombre de pilotes, les efforts maintenant doivent absolument porter sur le maintien du coup et du casque dans la voiture. Et il faudrait très vraisemblablement parler de ce point-là, progresser dans ce domaine le plus rapidement possible, car dans l'accident de Ratzenberger, il y a eu cela, très grave blessure à la tête lui aussi. Et puis on s'aperçoit que pour Senna, c'est la même chose, les mêmes circonstances pratiquement, avec un impact terrible. Et qui pouvons-nous? Absolument rien, bien entendu. Ce sont aux ingénieurs et aux concepteurs des voitures de se pencher là-dessus, avec les normes qu'ils disposent, les chiffres également, pour pouvoir faire que, comme le disait Johnny tout à l'heure, le sport automobile soit toujours une fête et non pas quelque chose de drastique comme ce l'est aujourd'hui, avec cet accident dont a été victime Ayrton Senna, dont nous avons des nouvelles qui empirent de minute en minute. Nous sommes dans le 47e tour de course. Schumacher toujours devant, puis Nicolas Larigny avec sa Ferrari, et puis Mika Häkkinen en 3e position avec la McLaren Peugeot. Le 4e est Karl Wendlinger, le 5e Ukyo Katayama, et le 6e Christian Fittipaldi. Damon Hill est remonté jusqu'à la 7e place. On a eu un ravitaillement de Michael Schumacher, un changement de pneu plus exactement. Donc il poursuit sa course tranquillement en tête. Le 8e est Frentzen, le 9e Brundle, le 10e De Cesaris, le 11e Blundell, le 12e Herbert, le 13e Panis, le 14e Alboreto et le 15e Bernard. Classement, vous le savez, par addition du temps des deux manches, car après un accident sérieux sur la grille de départ au moment du feu vert, eh bien c'est Leto qui a calé et c'est Pedro Lamy qui l'a percuté avec des éclats qui sont partis extrêmement loin. Derrière dans les tribunes, nous avons eu au 6e tour de course l'accident de Senna, alors qu'ici on suit la Williams Renault de Damon Hill. Il qui peut espérer arriver
à une 6e, mais tellement dérisoire position, 6e place, en essayant de rattraper Christian Fittipaldi. Là ici en plan quelquefois serré, la Williams Renault. Une équipe donc qui va être profondément touchée maintenant. Et ceci nous laisse augurer également d'un mauvais avenir sur le plan sportif. Alors, évidemment, on voit les pilotes courir, on voit ces scènes de stand, les ravitaillements, mais vous savez, le public aussi, mais vous savez, personne n'est vraiment informé en ce moment de ce qui se passe. Et par conséquent, hop là, qu'est-ce qui s'est passé? Un mécanicien renversé? Oui. Et il y a eu Oh là là. de Pierluigi Martini en sortant des stands a heurté. Et il y a une roue arrachée à l'arrière droit. Il semble qu'elle ait heurté effectivement un mécanicien du côté de chez Ferrari ou de Lotus. Non, chez Ferrari, Pierre. Chez Ferrari, tout à fait. Le malheureux est couché sur le sol. La Minardi est immobilisée à la sortie des stands sur 3 roues. Est-ce que vous pensez que on va arrêter ce Grand Prix finalement? Est-ce que quelqu'un va aller voir le starter, les organisateurs pour leur dire d'arrêter cela? C'est Alboreto. C'est Alboreto qui a touché. Alboreto, en ancien, il a dû le toucher fort. Et le mécanicien de Ferrari semble souffrir d'une jambe, la jambe gauche. Bien sûr. Mais pour le reste, ça semble aller. Il boit de l'eau. Gerhard Berger est venu le réconforter immédiatement. Gerhard Berger qui était très amer à l'arrière du garage Ferrari et qui réclame effectivement l'arrêt de la course, la fin de cette course. Oui, mais bien sûr, mais il a raison, Gerhard. Enfin, les pilotes sensés. On place une minerve autour du cou du mécanicien Ferrari qui a été touché. Et on amène une civière. Arrêtez ce massacre. Pour poser sa jambe fracturée. Il y a 2 mécaniciens. Oui, bien sûr. 2 mécaniciens touchés, malheureusement. Il faut arrêter cela. Oui, 10 tours avant l'arrivée, mais arrêtez ça tout de suite. C'est Luigi Mazzola. Ah, il y a un mécanicien de Lotus qui est touché également. Ça s'est passé exactement entre les 2 stands et effectivement un mécanicien de Lotus a également été touché par la roue arrachée. Il respire difficilement, mais il semble récupérer. Bon bah écoutez, si c'est ça la Formule 1, franchement, il vaut mieux arrêter. Franchement, bien sincèrement, est-ce que dans ce circuit, on va trouver quelqu'un de responsable pour arrêter cette course qui ne sert plus à rien? Il y a assez de gens par terre. Ce n'est pas du sport automobile, c'est tout ce qu'on veut, c'est n'importe quoi. Niki Lauda réclame l'arrêt de la course. Mais bien sûr, il a raison, Niki. Auprès des officiels. Mais qui sont les officiels, justement, Pierre? Et ils sont malheureusement fort absents. Fort absents, complètement absents, je veux dire. Il y a un commissaire de piste qui aligne un drapeau jaune à la sortie des stands et qui boucle la sortie des stands. On s'oriente donc peut-être vers... et non, maintenant il dégage la sortie des stands. Donc, la course semble continuer. Écoutez, franchement... Tout cela est bien scandaleux, il faut bien le dire. Scandaleux, oui. C'est scandaleux. Oui. C'est scandaleux. D'avoir personne, ils sont dans leur tour d'ivoire, ces officiels, en train de ne rien risquer, mais quand même, tout de même. Une tour d'ivoire inaccessible. Et il y a un mécanicien de Lotus qui est un petit peu esselé par les sauveteurs qui sont tous chez Minardi, chez Ferrari. Maintenant, on vient les chercher. Il y a un docteur qui est revenu à la rescousse. Il y a Bernie Ecclestone qui est là, qui est revenu. À ses côtés, Trevor Foster, le team manager de Lotus, qui lui dit quand va-t-on arrêter cette mascarade? Oui, Pierre, suivez-les de près. Oui, suivez-les de près. Et d'ailleurs, Bernie Ecclestone part en courant maintenant vers la tour de direction de course. Eh bien, il serait temps. Et je pense qu'il va donner effectivement les instructions nécessaires. Oui, franchement, parce que ça, je suis la course automobile depuis
1971. À mes côtés, il y a Alain qui a 200 Grands Prix, Johnny encore plus que ça, qui en a vu. Jamais nous n'avons vu ça, jamais nous n'avons vu ça. Et jamais nous n'avons vu des officiels pareils. Jamais nous n'avons vu un scandale pareil. Et déjà, on n'aurait pas dû prendre le départ. Après ce qui s'est passé, franchement, et maintenant, eh bien, voilà l'accident au ralenti. On continue, bah oui, cette roue, elle a dû toucher, vous vous rendez compte, un nombre de personnes. Mais comment peut-on... Mais le monde entier va nous abonner d'injures, et il aura raison. Ils auront raison. Il aura raison. Déjà, le rétablissement des ravitaillements en essence était une erreur, on le sait. De toute façon, on pressentait que ça puisse arriver un jour. Bien entendu, il y aura toujours des arrêts au stand, mais on multiplie les risques par 10. Tiens, une autre sortie de route. Allez, ça c'est De Cesaris, de ce que je crois voir ici. Et puis à grande vitesse apparemment. Et puis, ça oui, doit être bien dans sûr. Tamborello également. Bien sûr, Ça mais va. non, franchement, mettez le drapeau rouge. Et De Cesaris, il a du mal à sortir de sa voiture, mais Non. comment? Non, c'est le câble, Non, y a pas de tuyau problème. d'oxygène qui le retenait. Mais franchement, est-ce qu'on peut pas d'ici voir s'il y a un drapeau rouge, Johnny, qui se déploie Rien du tout pour l'instant. pour mettre fin? Non, toujours rien, ça doit pas parlementer dans la Non, tour franchement. auprès des commissaires sportifs. En tout cas, je peux vous dire que les deux mécaniciens de Ferrari ont été maintenant évacués, les deux mécaniciens touchés. Il reste le malheureux mécanicien britannique chez Lotus qui semble un peu plus mal en point. Il respire un peu difficilement, il est entouré et on va certainement l'embarquer à son tour. C'est vraiment un massacre. Alors qu'on voit encore les images au ralenti de cette roue arrachée, qui va continuer sa course d'ailleurs au milieu de la piste. Là, il faut avoir honte à la place des organisateurs de cette Oui. course qui n'ont pas la décence de mettre un terme à un spectacle qui ne mérite plus ce nom. C'est un carnage, c'est pas une parodie. Niki, are they going to stop the race? I don't know. Niki Lauda qui revenait de la tour de direction de course. Et Berger, Et maintenant il va. c'est Gerhard Berger qui Il va. va. Et je peux vous Je dire pense qu'il que- est fou de rage, je Gerhard pense que Berger. ça va chauffer. Et au pas de course, Oui, il Pierre. se précipite vers la direction de course. Pierre, allez-y, attention, vous avez un officiel derrière qui va chercher à vous retenir. Mais allez-y quand même et suivez ça, parce que s'il distribue quelques bonnes claques, Gerhard Berger, il aura raison, ils l'auront mérité et ils ont mérité plus que ça. Je peux vous dire que je les montrerai du doigt si un jour on revient ici, car ils ne méritent que cela. Ils ne méritent que cela. Et ce sont les mêmes officiels partout, vous le savez. Oui, justement. On n'est pas en cause de circuit vraiment, mais les officiels qui d'une manière générale sont... Vous savez, ils ont toujours été comme ça, mais on voit leurs limites. Au début du Grand Prix, quand j'ai dit des paroles peut-être un petit peu dures pour le pouvoir sportif, en ce qui concerne la différence entre le sport et le business, il faut bien le dire comme ça. C'est ça que dans ces cas-là, ce qui m'était arrivé l'année dernière quand ils ne voulaient pas me donner ma licence, mais aujourd'hui, Oui, vraiment... bien